Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et on enchaîne sur un nouveau café JDR sur le thème de l'ambiance. On va voir comment on peut poser une ambiance en jeu de rôle. Donc c'est assez large comme sujet, on abordera pas mal de choses et je suis avec Glyph. Glyph, je lui ai parlé pour la première fois sur une table ronde organisée par Le Bon MJ. Je vous remettrai peut-être le lien de cette vidéo en description. Et on avait parlé de création d'univers. J'avais parlé des royaumes Sélonites, donc mon univers perso. Il avait parlé des contes de Crît, qui est le sien, et il en parlera sans aucun doute aujourd'hui. Et puis là, il m'a proposé pour un de ses projets, dont il parlera aussi, qu'on discute, et on a tourné ça en plus en café JDR pour faire d'une pierre deux coups. Donc Glyph, bienvenue à toi, et merci d'être là surtout. Merci beaucoup de m'accueillir. Mais je t'en prie. Bah écoute, je vais te laisser la main si tu pouvais te présenter rôlistiquement ou n'importe comment d'ailleurs, parler des contes de Crît, de ta chaîne, de ton projet pour lequel tu es venu me parler. N'hésite pas et on part de là pour embrayer ensuite sur la discussion. Très bien. Je m'appelle Glyph du coup. Je fais du jeu de rôle depuis 10 ans. J'ai commencé en inventant le jeu de rôle, en disant à un pote « Hey, imagine on prend un personnage de jeu vidéo et moi je vais faire genre un peu l'intelligence artificielle, les PNJ, les monstres et tout, et puis toi tu fais le personnage principal. » Après je me suis rendu compte qu'en fait ça existait déjà, ça s'appelait Donjons et Dragons. Et du coup, en pensant inventer le jeu de rôle, j'ai commencé, après bande de potes, tout ça. Et on faisait des tests, on tentait des trucs un petit peu qui nous paraissaient n'importe quoi. Et puis après, quand j'ai appris ce que c'était le jeu de rôle, je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait fait avait déjà été fait. Et un jour, je me suis dit, on va prendre un truc bien classique, genre Donjons et Dragons, Medieval Fantasy, le plus classique possible, mais avec des codes actuels, avec nous, notre esprit de jeunes de 20 ans à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai créé mon projet Les Contes de Crît, qui se veut prendre tous les codes les plus classiques et essayer de les prendre à contre-pied, de les transfigurer. Et c'est comme ça qu'est né le projet. C'était un jeu de rôle entre potes qui a grandi et qui maintenant se veut un petit peu transmédia. On a fait des actual plays, mais aussi une série audio. On sort une BD l'année prochaine. Et voilà, on a envie de s'étendre comme ça au fur et à mesure des projets, des rencontres artistiques. Ouais, c'est du sérieux. C'est du sérieux. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Si vous voulez regarder un actual play des contes de Crît, il y en a un sur la chaîne des Imagitateurs. Donc en plus, je leur fais une petite pub parce que c'est une très bonne chaîne. Je vous mets le lien en description. Et donc c'est 3 vidéos, si je me trompe pas, Glyph, des contes de Crît. Donc j'ai tout écouté. En plus, je tiens à vous le dire, moi j'avais commencé et au départ le type d'ambiance justement, l'univers, enfin un peu décalé, je me suis dit bon, est-ce que ça va me plaire? Et franchement, j'ai écouté les 3 vidéos sans problème. On en reparlera, mais Glyph, quand on s'est parlé la première fois, je me suis dit que tu as une très bonne voix en fait. Et on en parlera pour l'ambiance, je pense, tout à l'heure. Mais ça aide quand on est un conteur, et MJ c'est quand même un peu conteur, enfin on va pas se leurrer. Et ça aide vraiment à accrocher. Donc je pense qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'ambiance. Tu as une chaîne aussi où tu exposes tout ça? Ouais. Il y a une chaîne du coup qui s'appelle Les Contes de Crît, qui pour l'instant est un peu vide et il y a surtout beaucoup de playlists avec des vidéos des chaînes sur lesquelles on a participé. Et là bientôt qui va se remplir d'analyses de jeux de rôle, de projets un petit peu perso, de communication sur tout ce qu'on fait. Et voilà, Les Contes de Crît. Bon, une chaîne naissante en fait en termes d'activité. Je vous mettrai le lien bien sûr en description. Et donc les contes de Crît, c'est... Alors, quand on en avait parlé, on va pas refaire toute la table ronde, mais ce qui m'avait intrigué, c'était que j'avais cru comprendre qu'on pouvait transposer, c'est de la fantaisie, mais transposable à différentes époques. Et c'était assez divers en fait. On pouvait vraiment transposer ça dans plusieurs types d'univers. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? En gros, quand je l'ai écrit, j'étais dans une énergie de faire plutôt du médiéval fantastique. Et quand après j'ai voulu changer, je me suis dit, si je veux faire du cyberpunk, pourquoi pas faire en sorte que ça se passe dans le même univers, mais juste dans le futur. Et à force de jouer comme ça des époques différentes, au fur et à mesure des envies du MJ, et finalement, tout ça, j'ai toujours gardé une cohérence pour que tout se passe dans le même univers. Et du coup, c'est un univers où on peut jouer à l'époque des Cro-Magnons, en cyberpunk, en steampunk, en western, en samouraï. Et tout ça est dans le même univers et tout répond aux mêmes règles. D'accord. Ouais, parce qu'effectivement, l'actual play que j'ai écouté, c'était plutôt du western, enfin en tout cas western fantasy. C'est ça. Et d'ailleurs, avec les Imagitateurs, on a fait un autre actual play qui est beaucoup plus médiéval fantastique, où là, voilà, il joue des gobelins et c'est vraiment une autre ambiance. D'accord. Ok, oui, donc transposable, on reprend les canons du genre et on les remodèle à souhait, si je comprends bien. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'ambiance en jeu de rôle? Quand on te pose une ambiance, parce que ça c'est le thème du jour,
ça veut dire quoi en fait pour toi poser une ambiance, avant qu'on aille dans les choses plus précises? Moi, j'ai tendance à souvent partir des définitions du dictionnaire parce que sinon, je sais pas à quoi me référer. Et du coup, une ambiance, c'est très mal défini dans le dictionnaire. C'est une atmosphère, au sens le plus physique du terme, qui est soit physique, soit morale. Du coup, l'ambiance, c'est pas définissable autrement que c'est un truc un peu vague autour de quelque chose. Autour d'une D'accord. scène, un objet, une personne. Et Et du coup, pour moi, l'ambiance, ça, c'est l'atmosphère, c'est l'énergie qui se dégage de quelque chose, d'une entité. ok. Bon, c'est à peu près la définition que j'en ai aussi, honnêtement. Et justement, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai écouté ton actuel play, au-delà de la voix, mais on reviendra là-dessus après, parce que ça, à la limite, tu l'as pas choisi. Encore que, une voix, ça se module. Ouais, et je pense que tu fais du théâtre en plus, il me semble. Hein, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, tu dois avoir des. On en parlera. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ta vision là-dessus. Mais quelque chose déjà de plus travaillé. Moi, j'ai remarqué ta manière de décrire les scènes. Tu me diras si c'est recherché, si tu penses pas ou autre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en quelques mots, tu vas peindre une scène. On va se l'imaginer facilement, mais t'en fais pas des tonnes. Moi, ça, même en littérature, j'aime bien, tu vois, j'aime bien, j'adore Maupassant, parce que Maupassant, en un paragraphe, il va te décrire quelque chose, il va te faire ressentir la scène, il va te la faire sentir même, enfin tous les sens y passent, et ça passe par quelques mots. Et dans ta manière de décrire, j'ai retrouvé cet aspect concis, mais les bons mots sont choisis, et tout de suite, je m'imagine pas forcément la description fidèle, ultra précise du moment, de la scène, mais un ressenti global qui me donne les codes pour que moi je puisse agrémenter mon imaginaire grâce à ça. Donc c'est ce qui m'a marqué le plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches consciemment ou pas? Ouais. Alors pour le coup, il y a beaucoup de choses que tu soulèves, mais je vais essayer de reprendre un petit peu point par point. Ça marche. Du coup, dans mon métier, j'ai été amené à beaucoup entendre des gens parler pour ne rien dire, et ça m'énervait beaucoup en réunion. Du coup, je me suis toujours dit, quand moi c'est mon temps de parole, j'ai envie que ce soit net, précis, concis. Du coup, j'ai toujours choisi mes mots, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en peu de mots. Ça, c'est de moi à mes valeurs personnelles. Et je me suis dit, dans le jeu de rôle, qui est un de mes loisirs, j'ai envie de faire pareil. De toute manière, chacun va s'imaginer la scène, et on vivra tous dans une réalité un peu différente. Du coup, j'ai envie qu'on se raccroche à l'ambiance, au moins que l'émotion, ce soit la même pour tout le monde. Parce que c'est ce que moi j'estime être le plus important, ce que moi je veux le plus mettre en avant dans mon mastering. Et du coup, c'est ça, j'essaie de choisir précisément mes mots. C'est très joli d'avoir des envolées lyriques en alexandrin et qui durent 5 minutes, mais il y a beaucoup de joueurs que ça ennuie, et il faut vraiment maîtriser son sujet pour que ce soit bien fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que de temps en temps, on peut vouloir se poser pour écouter, mais le jeu de rôle, c'est avant tout un jeu. Donc si on passe trop de temps à écouter le MJ écrire son livre, c'est plus tout à fait du jeu de rôle, d'une certaine manière. C'est ça. J'aime bien Après, il y a l'idée. toujours- Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y a Excuse-moi. toujours des moments qui s'y prêtent. Il y a le moment glorieux du personnage où ça va être un joueur qui va décrire son action, et là on peut lui laisser 2 minutes pour son truc. Et pareil pour le maître du jeu, quand on a le grand méchant qui arrive, ce petit moment de cinématique, on peut laisser un petit peu de temps. Mais ça doit pas être une norme à mon sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est au cas par cas, mais au global, c'est vraiment faire ressentir. J'aime bien ce que tu dis sur le fait que tu vas faire passer l'émotion pour que la partie émotion, en tout cas ressentie de la scène globale, en fait l'ambiance, hein, c'est le sujet, soit la même pour tout le monde. Ça veut pas dire que l'image dans les esprits sera la même, mais ça c'est pas grave. Parce que justement l'ambiance va guider les joueurs pour qu'ils s'imaginent ce qui pour eux est le plus propice et qui va le plus représenter justement cette ambiance que l'EMJ essaie de disséminer. Mhm. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire aussi moi personnellement. Enfin, comme tu dis, hein, ça peut varier, mais les mots sont très importants pour l'ambiance. Et justement, allons-y un peu là-dessus sur les mots. Toi, tu essaies de le faire en peu de mots. Comment tu les... C'est peut-être trop détaillé ma question, mais ça me rend curieux quand même. Est-ce que tu les planifies, surtout sur les scènes clés, ou est-ce que c'est vraiment sur le moment que tu vas utiliser les mots pour dégager une ambiance, et quel genre de... Qu'est-ce que tu vas choisir justement comme mot par rapport à la scène, toutes tes descriptions? Je planifie très peu. Du coup, j'écris très très peu mes descriptions. Donc j'ai pas une petite liste de mots-clés, même si ce serait un très très bel outil pour pas mal de MJ, je pense.
Mais moi, je les écris pas. Par contre, quand je pense mes personnages, mes PNJ un petit peu importants, je prends pas le temps de leur écrire 3 pages de background, mais j'ai une vague émotion qui les guide et qui les anime. Par exemple, il y en a un, c'est le sentiment de trahison, le sentiment de vengeance, la nostalgie. Comme ça, le personnage, il vibre quelque chose, et ça les rend tout de suite plus humains. D'accord. Est-ce que c'est une... Donc c'est pas qu'une ambiance en fait pour les PNJ, c'est une aspiration. Qu'est-ce qui est leur ligne directrice, leur ligne de force principale d'une certaine Ouais. manière? Moi, j'appelle ça l'arc narratif, mais oui, ça se rejoint. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre dans leur vie de PNJ? Et ça t'aide à les interpréter? Ouais, ça me permet de les ramener un petit peu à un sujet, qu'ils apportent quelque chose et qu'ils soient pas juste un objet qui donne des informations. D'accord. Et justement, comment les PNJ, parce que là t'en parles, donc c'est que ça revêt une importance, comment tu utilises les PNJ de manière générale pour servir une ambiance? D'ailleurs, est-ce que tu penses tes PNJ pour qu'ils soient des serviteurs de l'ambiance que tu avais définie avant? Je sais pas, tu poses sur un scénar et tu as une idée d'ambiance globale que tu fais ressentir, donc tu vas créer des PNJ qui vont nourrir cette ambiance, ou est-ce qu'au contraire, tu as des PNJ et en fait, on verra bien, ces PNJ vont créer une ambiance, mais tu n'as pas forcément pensé à cette ambiance auparavant? Alors pour moi, les PNJ, ils ont deux principales fonctions du coup, en termes d'ambiance. Le premier, c'est de la poser et de l'appuyer. Si j'ai prévu une ambiance un petit peu dramatique, ils me permettent quand ils arrivent, ils font un petit peu leur rôle prévu et ça pose. Typiquement, le tavernier grand sourire qui offre une tournée à tout le monde, ça met une ambiance. C'est classique, mais tout le monde voit cette scène. Et ils me servent aussi de modulateur d'ambiance. Si jamais je vois que dans la manière dont interagissent les joueurs, j'ai envie de faire changer l'ambiance d'un coup, un PNJ peut servir à ça. Par exemple, les joueurs ils viennent de tuer un bandit. Bon, c'est juste un bandit, ils viennent de le slash et c'est pas grave dans un jeu de rôle. C'est pas grave, sauf si le bandit à côté c'est son frère et qui se met à pleurer à genoux la dépouille. Et là d'un seul coup, bam, il vient de faire changer l'ambiance. Et du coup, c'est un peu les facteurs vivants qui permettent de moduler l'ambiance pendant la partie. Contrairement à un lieu qui, lui, globalement, va pas trop changer. Il pose une ambiance, mais il peut plus la faire changer ensuite. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais prévu d'aborder un sujet, toujours par rapport à l'ambiance, beaucoup plus tard dans la discussion, mais en fait, je vais le faire là, parce que tu viens de faire le pont tout de suite. Je me posais la question de est-ce que une ambiance au cours d'un scénario, d'une session, est-ce qu'elle peut changer? Est-ce qu'elle doit changer? Et dans quelle mesure? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir dans un scénario des ambiances extrêmement différentes, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des petites variations mais avec toujours un fond un peu uniforme? Tu vois, à la limite une ambiance... Je vais te donner un exemple. Dans les films d'horreur ou les choses comme ça, les bons films d'horreur, parfois il peut y avoir un moment comique, mais c'est pas grave, ça va pas forcément nuire à l'ambiance globale tant que c'est mis au bon moment, tant que ça va pas complètement transformer l'ambiance de fond qu'on essaie de maintenir. Donc ma question c'est que est-ce qu'en jeu de rôle tu penses que la même règle s'applique, qu'on peut avoir des variations mais qu'il faut faire attention justement à pas ruiner l'ambiance globale qu'on essaie de faire transparaître, ou est-ce que ça peut changer, c'est pas grave du tout en réalité? Le jeu de rôle, par définition, c'est un jeu, donc l'agentivité, le fait que les joueurs modulent tout ça, c'est très important. L'exemple des films est très bien trouvé. Je suis vraiment d'accord avec le fait que le film il a son ambiance, son thème, horreur, dramatique, héroïque, et dedans il peut y avoir plein de modulations. Les Avengers, c'est une série de films qui parlera à beaucoup de gens. Il y a du ton humoristique, mais sur les derniers on a du drame, et ça varie, ça fluctue. Et du coup je pense que tant qu'on sert une ambiance générale, on peut dedans faire des variations, et c'est d'autant plus intéressant de surprendre les joueurs par une ambiance à laquelle ils s'attendaient pas. Des joueurs qui s'attendent à toujours sauver tout le monde en se battant. Si à un moment ils doivent aider une femme enceinte à accoucher, d'un seul coup ça va changer le ton et l'ambiance, et là ils vont être juste des humains face à un humain, et il n'y a plus de compétences, là il y a juste la panique. Du coup oui, je pense que le ton peut varier et que c'est pas trop un problème. On est là pour passer un bon moment autour d'une table avant tout. Ça c'est vrai, mais je vais quand même pousser un peu plus la réflexion, peut-être plus sur une campagne. Je vais prendre mon exemple en fait, la manière de préparer un peu, et tu pourras réagir. On va voir si on tombe d'accord là-dessus ou pas, hein, ce qui n'est pas un problème en soi, bien sûr. Moi j'aime bien quand je commence une campagne, quand je la prépare, ou même un scénario, mais c'est plus avec les campagnes que je fais ça bizarrement, définir
une ambiance, un thème. Les deux sont liés d'ailleurs. Plutôt un thème d'abord et l'ambiance que ça va véhiculer. Et j'ai envie que cette ambiance-là que je définis au préalable, elle reste en filigrane tout au long de la campagne. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des variations d'ambiance, parce qu'au final, s'il n'y a pas de variation d'ambiance, il n'y a pas de contraste, donc il n'y a pas d'émotion. J'en parlais récemment dans un café JDR qui sortira d'ailleurs peut-être après le tien, en fait. Mais il y a quand même un fil rouge de l'ambiance et on ne doit pas complètement s'en écarter ou en tout cas faire attention à ce qu'il ne soit pas complètement oublié parce que sinon ça change la tonalité globale de fond de la campagne et certains diront bah, c'est pas grave, là où moi j'aurais tendance à dire c'est aussi le rôle du MJ de faire en sorte que même s'il y a des petites embardées d'ambiance parfois il n'y a pas de problème avec ça, au contraire, eh bien il faut savoir ramener le ton de fond de la campagne pour qu'elle garde son caractère. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je trouve que le caractère, justement, dont tu parles, j'essaie de le respecter au plus et d'y être le plus fidèle, surtout quand le matériel de jeu est court. Si je fais un one-shot, je tiens beaucoup à l'ambiance du one-shot. J'ai un début, un milieu, une fin, c'est très écrit et j'ai envie qu'on reste dedans. Si j'ai une mini-campagne, comme celle des Imagitateurs, où ça dure 3-4 séances, j'y tiens encore relativement, mais on peut avoir des petits écarts à des moments de la séance. Et par contre, si ma campagne, elle n'a pas vraiment de fin définie, ou que ça peut être sur 1 an et demi, là, pour le coup, je vais beaucoup me détacher du thème, mais c'est là où j'en suis, moi, dans ma pratique, hein, c'est que j'ai envie qu'on ait peut-être une séance d'horreur parce qu'on est à Halloween et qu'on a envie de se taper un petit délire, quoi. Et là, je suis plus flexible, c'est un peu en fonction des envies de tout le monde, parce que là, on est juste pour jouer et s'amuser ensemble, plus que pour raconter une histoire. Quand je suis dans une campagne très très longue, il y a trop de fils qui vont être soulevés, trop d'intrigues, pour que vraiment je construise une ambiance. Ah d'accord, ça c'est intéressant. C'est très très long cours. Ouais, c'est un très très long cours. Ouais, c'est marrant. Je vois ce que tu veux dire. Donc t'es plus sur de la campagne. Je sais pas si moi j'appellerais ça une campagne épisodique en fait. C'est-à-dire que il y a quand même des fils rouges, il y a quand même des choses qui se suivent, mais tu t'autorises des embardées. Je vais donner un exemple encore une fois, parce que sinon je vais mal m'exprimer. La campagne que je viens de terminer, l'objectif de départ, qui n'est pas obligé d'ailleurs d'être l'objectif en fin de campagne ou au milieu, ça peut changer, hein, mais en tout cas le postulat de base, les joueurs sont regroupés, je passe tous les détails, pour faire tomber un personnage important. D'accord ? Et je me suis dit, dans cette campagne-là, qui a duré un peu moins d'1 an, hein, d'ailleurs, au passage, donc on est quand même sur du... Moi j'appelle ça une campagne longue, pour moi c'est long, dès que c'est 1 an, oui, je suis d'accord, c'est long. Avec de la politique, des mystères qu'il faut aller chercher derrière chaque pierre de la cité pour essayer justement de faire tomber, des complots, des trucs comme ça, avec une thématique quand même sombre derrière. Donc il y a ça veut pas dire que c'est pas libre, parce qu'il y a plein de choses, ça s'est passé parfois de manière totalement inattendue, mais c'est une sorte de matrice d'ambiance fermée quand même, c'est-à-dire que je n'aurais pas autorisé que ça parte complètement dans un délire par exemple, ou dans un ton beaucoup plus léger. Peut-être une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des scènes légères, hein, je le précise. C'est pas la même chose que l'ambiance globale. Mais je ne pense pas que j'aurais autorisé que l'ambiance globale de la campagne soit transformée. Et toi, tu me dis qu'en campagne, ça c'est moins important. Alors c'est bien de ça qu'on parle. Je dis pas que c'est moins important dans l'absolu, mais dans ma grille de lecture, pour moi, à mes tables, c'est moins important. Je vais passer ça après le fun de mes joueurs, et notre fun à tous d'ailleurs. Mais parce que j'aime beaucoup raconter une histoire, et parfois c'est une valeur que je place vraiment en premier, mais comme je sais que mon histoire elle va être décousue, peut-être incohérente me connaissant quand elle est à très long terme, j'ai trop de mal à avoir une vision. Du coup je me dis, écoute, cette campagne on sait même pas si on va la finir un jour, autant que chaque séance soit très fun. Et si un jour j'ai envie de faire une campagne complètement horrifique et que le lendemain j'ai envie que ça parte en Nullbuck n'importe comment, bon bah pourquoi pas. D'accord, non, mais je comprends très bien en plus, et c'est marrant que en fait je pense qu'on est tombé d'une certaine manière d'accord, on n'a pas la même pratique, mais on est d'accord, parce que tu as dit t'as parlé d'un point essentiel, et je crois que c'est un point que j'ai soulevé dans ma dernière vidéo, ma dernière capsule. Tu as dit j'ai du mal à avoir une vision quand la campagne elle est longue. Et c'est marrant parce que justement pour faire ce que moi j'aime bien faire, et je suis pas le seul, mais en tout cas moi j'aime bien, je parle de la nécessité d'avoir une vision. Il faut l'avoir à long terme, parce que sinon tu as raison, on peut pas se permettre
d'essayer de maintenir un canon esthétique ou une ambiance en permanence parce qu'on n'a pas le point de référence au bout et c'est tout à fait louable si on n'a pas envie et qu'on préfère se faire plaisir un peu au jour le jour ou à la séance quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Après, bon, c'est quand tu fais de toute manière ta création de campagne, la plupart du temps, tu prévois un canevas qui va fonctionner tout seul. Après, il y a des factions qui ont des enjeux, qui vont progresser C'est peu vrai. importe ce que les joueurs font. Donc, dans tous les cas, on va garder une espèce de ligne directrice, au moins narrative, et l'ambiance, elle va suivre un petit peu. Du coup, moi, j'en fais pas une priorité, mais mine de rien, la plupart du temps, voilà, mes campagnes passent pas du rire aux larmes à chaque séance non plus. Il y a quand même une grande continuité qui se fait. D'accord. Non mais je vois ce que tu veux dire. Tu t'autorises sans doute plus d'embarder en Voilà. tous les cas et ça ne va pas dénaturer ta campagne pour autant. Ok. Justement, tu as parlé de changement d'ambiance. Tu aimes bien parfois le contraste ou en tout cas tu utilises un PNJ pour de manière active venir percuter une ambiance à un moment. Mhm. Alors les PNJ c'est une manière de faire, tu l'as soulevé. Est-ce qu'il y a d'autres manières qui te viennent en tête pour justement transformer sur le moment une ambiance, voire casser une ambiance? Ça c'est pour quand on veut le faire. Et qu'est-ce qui casse une ambiance quand on ne le voudrait pas? Quels sont les facteurs en jeu du côté du MJ ou du côté des joueurs qui vont casser une ambiance négativement cette fois? Il y a les deux pendants de la question. Alors, j'ai plus la première partie, j'ai que la deuxième partie du coup. Vas-y, réponds à la deuxième, je reviendrai sur la première après, t'inquiète. Okay. Ce qui casse négativement une ambiance, c'est un truc qui arrive beaucoup dans les tables débutantes. C'est pas dit péjorativement, hein, c'est juste une manière de faire. C'est que on a beaucoup de blagues hors contexte, des espèces de petites apartés qu'on se fait entre nous, des private jokes, des références, une soundboard, une blague de fesses, peu importe. Mais on a des choses comme ça qui nous sortent un petit peu de l'univers, qui nous font d'un seul coup prendre du recul et se dire quand même c'est un petit peu marrant ce qui est en train de se passer. Et ça casse l'ambiance. Parfois, ça fait que l'ambiance de table est plus joyeuse et plus chouette, mais l'ambiance dans la fiction, elle, on en est décroché, on en est détaché, et c'est beaucoup plus dur après de jouer des choses émotionnellement fortes. C'est beaucoup plus dur d'être impliqué quand on peut tout tourner en dérision. Du coup, une chose qui casse négativement, c'est quand chacun veut y aller de sa petite vanne, et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les groupes débutants. C'est quand voilà, tout le monde déconne ensemble, c'est très chouette, mais parfois c'est pas ce que tu as envie d'amener à ta table. Donc souvent ça c'est un truc qui vient des joueurs, c'est vouloir faire des vannes absolument. Ça peut être chouette, mais il faut que ce soit comme dans toutes les tables en fait, il faut que tout le monde soit d'accord pour jouer de cette manière-là, quoi. Sinon il va y avoir des personnes frustrées. Ouais, et puis il faut que ce soit mesuré, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le changement d'ambiance, parce que c'est un changement d'ambiance quand quelqu'un lâche une blague hors contexte. Après, parfois c'est aussi un moyen de relâcher la pression justement, et c'est signe que l'ambiance était bonne, parce que quelqu'un se sent obligé de décompresser un peu. Mais c'est vrai que si c'est trop souvent, tu n'arrives pas à transmettre une émotion autre que la rigolade. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, il y a des émotions comme ça où il y a beaucoup de joueurs qui sont, beaucoup de joueurs qui sont pas habitués à vivre certaines ambiances, comme on fait une campagne Nullbuck et puis d'un seul coup il y a une aura un petit peu pesante, il y a de la peur, il y a un ennemi plus grand que d'habitude. Les changements de ton auxquels les joueurs s'attendent pas quand ils savent pas trop comment gérer une ambiance, c'est parfois un déclic très rapide, un réflexe de vouloir utiliser le rire pour s'en sortir. Ça peut être le cas avec toutes les émotions inhabituelles et inconfortables, genre ils sont révoltés, ils sont extrêmement en colère, ou ils ont peur, ou ils sont tristes. Ouais, non, c'est sûr. Moi, j'ai un autre truc qui casse mon ambiance. Je le vois dans quelques tables, quand même, assez régulièrement. Je pense que des MJ avec qui j'ai joué ou avec qui je joue pourraient se reconnaître, donc j'espère qu'ils prendront bien la critique. Ça m'empêche pas d'ailleurs d'apprécier ces tables, hein, c'est un facteur parmi d'autres, mais je reconnais que c'est un truc qui, moi, me sort de l'immersion. Or, l'ambiance, on en parle aujourd'hui, pour moi c'est extrêmement important, à la fois en tant que maître du jeu et en tant que joueur, parce qu'elle participe énormément à mon immersion. Et si j'ai pas d'immersion, je n'arrive pas à profiter du jeu de rôle, parce qu'il me sert à ça en fait, le jeu de rôle. Et ce qui me sort de l'immersion, c'est justement quand on va revenir sur le point initial, les descriptions, et donc ça c'est des choses que j'avais appréciées dans ton actual play, quand au milieu des descriptions, le MJ lui-même, pour servir sa description, fait référence à une œuvre extérieure. Comme par exemple, tu vois. Et alors ça, moi, ça me sort complètement du truc, peut-être l'espace d'un instant, et après j'arrive à replonger. Mais par conséquent, ça peut nuire à l'intensité de mon ressenti parce qu'il va être coupé à un moment. Et donc, je dois reprendre. Je comprends. Pour le coup,
Ah, les références, moi, je les traite avec prudence. Je dirais pas que c'est négatif, parce qu'il y a vraiment des fois où c'est très intéressant. Par exemple, en fait, pour moi, utiliser une référence, la plupart du temps, c'est fait juste pour faire un petit peu rire. Par exemple, quand voilà, t'as un mage de feu en face de toi qui serre ses deux mains et commence à faire naître une orbe et il fait Kamea, tu vas faire rire ta table, c'est un petit peu sympa. Ça fait un peu sortir du contexte, mais ça rajoute un petit peu de peps, un petit peu de fun. Mais il y a parfois des références qui vont être un petit peu plus fines et qui peuvent être pas juste drôles, qui peuvent rajouter du drame. Par exemple, si t'as une scène très émotionnelle et que tu fais référence, bah tu rappelles un petit peu cette émotion à ta table. Alors, en temps normal, je t'aurais cité genre la scène de Gandalf, Courez pauvre fou, mais elle a tellement été parodiée que c'est devenu un mème et maintenant c'est devenu un peu trop drôle comme référence. C'est Mais voilà, vrai. tu peux tirer l'émotion d'une scène pour essayer d'appuyer ta scène à toi et tes émotions. Donc je pense que bien fait, ça peut être chouette, mais la plupart du temps, effectivement, ça va juste être un truc qui va nous faire prendre de la distance et nous faire un peu rire. Je vais préciser parce que tu as soulevé un point intéressant et en plus j'ai l'air de me contredire parce que j'ai fait une vidéo assez récemment, une capsule sur l'usage des références en jeu de rôle, comme quoi. Et là je suis en train de le critiquer. Donc je vais préciser ce que j'aime pas dans l'appel aux références. C'est quand la référence, elle est employée déjà de manière directe. Souvent, je préfère quand elle est sous-entendue et je donnerai un exemple après. Mais quand elle est vraiment expressément dite par le MJ, ouais, t'es en train de faire une belle description comme tu l'as fait en quelques mots. Et là, je sais pas, tu décris une scène d'action et tu dis au personnage, là, tu plonges de côté ou tu t'essaies d'esquiver en arrière à la Matrix. Et là, en fait, là, je vais avoir la scène de Matrix qui se superpose ou la manière dont le MJ va le dire. Tu vois, il est en train de dire un truc intense et puis il sort une référence comme ça de manière très légère. Et en fait, quand la référence vient en contraste trop violent justement en termes d'ambiance avec la scène qui était décrite, ça va me sortir. Tu vois, tu esquives, on est tous en menace de mort et tout, c'est extrêmement dangereux. Et là oui, tu plonges à la Matrix, tu sais, c'est limite fun, d'un seul coup. Et là, ça me casse le truc parce que il y avait une intensité dramatique et tu me fais penser à une scène qui est pas dramatique mais qui est cool, ce qui est pas tout à fait la même chose. Ouais, Je sais c'est pas ça, là, il y a je une suis clair. dissonance dans les émotions que tu veux susciter. Du coup, Voilà, je suis d'accord. c'est ça en fait. Et ça m'arrive assez souvent d'entendre une référence qui est dite justement sur le ton de la légèreté, comme si le MJ avait conscience qu'en faisant appel à cette référence, c'était un peu drôle et donc il voulait pas se prendre trop au sérieux. Mais le problème, c'est que quand la scène elle est dramatique, il faut se prendre au sérieux. Je sais pas si tu comprends Ouais, ce que je je dis. vois l'idée. Je pense il y a des... C'est une arme à double tranchant, la référence. Le truc chouette, c'est que tu peux, en très peu de mots, donner une sensation. Quand tu dis tu fais une esquive à la Matrix, tout le monde là, ok, c'est cool, il fait telle position, et tout le monde a une idée précise de l'émotion et du geste. Et du coup, mine de rien, ça permet de raccrocher tout le monde à la même fiction l'espace d'un instant, ce qui est un petit peu le but, c'est qu'on vive tous dans le même univers à un moment. Du coup, ça, c'est chouette, mais effectivement, si jamais c'est un petit peu malmené, il peut y avoir des dissonances émotionnelles, comme je disais tout à l'heure. Le terme est bon, c'est exactement ça. La référence peut créer une dissonance émotionnelle. Mais je vais pondérer donc mon propos parce que ce que tu as dit est vrai, ça va donner j'en avais parlé dans ma capsule, ça va donner un socle commun quand même. Je sais pas toi comment tu les utilises les références, mais moi j'aime bien quand elles sont pas dites expressément par le maître du jeu. Une dernière en date que j'ai utilisée, c'est dans une scène vraiment intense où le personnage il est en train de se faire tester pour être recruté dans la garde. Et il y a une raison, il voulait se faire recruter dans la garde. Et il se fait défoncer devant tout le monde. Et en fait, le défi de cette scène pour le personnage, c'est pas tant de gagner, c'est de se relever à chaque fois. Et j'avais mis la musique du dernier samouraï, je sais pas si t'as la scène, voilà, il se fait taper, il se relève tout le temps, et il y a cette intensité, le gars qui n'abandonne jamais. Et je ne parle pas du dernier samouraï, mais il y a la musique et la scène ressemble bien sûr trait pour trait à la scène du dernier samouraï, mais c'est dramatiquement dans le même ton, donc il n'y a normalement pas de dissonance, et je ne parle pas du dernier samouraï. Et je trouve que ne pas en parler de manière directe, ça permet d'avoir l'effet quand même, sans briser le charme d'une certaine manière. Ouais, il faudrait trouver des termes pour distinguer ces deux types de références, mais je vois de quoi tu veux parler. C'est pas pareil de dire et là il te fait un grand sourire comme le Joker, où là c'est explicite et pif pouf, tout le monde là. Alors que t'as le psychopathe qui se penche vers toi, il tourne la tête, il sort sa lame, il l'approche de ton visage et il dit « Pourquoi un air si sérieux ?»
et il tranche le Exactement. jeu. Et je suis Exactement. d'accord que comme ça, ceux qui l'ont, bah ils l'ont et pour eux il y a quelque chose qui se passe en plus. Et pour les autres, c'est pas grave, on reste dans la fiction. Parce que quand tu l'annonces en mode, oh quelle manière de parler, du genre Sangoku, du genre il lève les mains comme Sangoku qui fait un Genki Dama, bah ceux qui ont pas la ref, ils sont juste en mode quoi? Du coup il fait quoi? J'ai pas compris. Et c'est dommage, tu crées une confusion pour ceux qui l'ont pas, c'est un autre danger de la référence trop explicite. C'est vrai, intéressant. C'est vrai que la référence trop explicite quand il y a que un ou deux joueurs qui l'ont, c'est un peu comme la private joke en fait dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Les joueurs se sentent exclus alors que, et je trouve que ça tu l'as très bien articulé, le but de l'ambiance, c'est l'un des objectifs majeurs, c'est que tout le monde la partage. Tout à fait, ouais. Et donc si on en sort quelques-uns, eh bien, mission échouée en fait. Ok. C'est ça. C'est la bonne référence et la mauvaise référence finalement. Exactement, exactement. Non, mais c'était intéressant ce petit embardé sur les références au service ou au desservice de l'ambiance. Moi, j'aimerais bien revenir sur un. Alors, non, d'ailleurs, je vais arrêter de guider pour l'instant et on parle d'ambiance. On a évoqué déjà quelques sujets. J'en ai encore d'autres, mais je voudrais t'ouvrir un peu le champ. Est-ce que toi, il y a des éléments pour poser l'ambiance ou tout ce qui a trait à l'ambiance autour que tu veux mettre en place, dont tu voudrais parler avant que j'aborde moi les sujets que j'ai envie de voir? Ouais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime créer la surprise d'une manière ou d'une autre. Plus que créer la surprise, j'ai envie de créer un moment à mes tables qui va être un petit peu unique et du coup un petit peu précieux comme souvenir. Ça peut passer par plein de choses. Si on est en physique, ça peut être faire une action réelle parce que c'est tout bête et ça va peut-être pas amener grand-chose, mais on vit un moment physiquement quand on fait une action réelle. Par exemple, tu joues du vampire et t'amènes de la soupe à la tomate à tout le monde, et puis tu les sers dans des espèces de calices un petit peu sympa, et là tout le monde boit son calice. Il vient de se passer quelque chose, et ça peut être une action réelle, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, il y a un barde dans une taverne, et si tu sais gratter 2 airs au ukulélé, bah tu le fais toi-même. Et voilà, créer quelque chose d'inhabituel où tu te dis, attends, mais j'ai pas vu beaucoup de MJ faire ça, et juste les joueurs s'y attendaient pas. Et quand tu crées un petit moment comme ça, tu crées un souvenir indélébile. Ce qui pour moi est aussi très précieux, c'est les souvenirs qu'on garde du jeu de rôle. Tout le monde a des anecdotes holistiques et c'est toujours des souvenirs qu'on chérit avec tendresse. Je te confirme qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres du jeu qui font ça. J'ai pas vécu souvent l'expérience. Je me suis pas moi-même livré à l'expérience, clairement. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Je suis en train d'essayer de me projeter parce que mon expérience ne me permet pas justement d'attester de ce que tu dis. Je pense que comme on a tous, de par nos vécus, nos chemins de vie, des compétences particulières, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Moi là, je te prenais l'exemple de la musique parce que c'est ma compétence, mais même sans ça, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose qui va faire ressortir un petit peu. Si tu dessines, tu peux dessiner toi-même l'un des personnages. Bon, les arts graphiques, c'est un petit peu rare, mais voilà, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on peut faire quelque chose. Si jamais il y a une histoire d'amour entre un joueur et un PNJ, on peut vraiment écrire la lettre d'amour et l'écrire avec soin sans vouloir faire rire, mais en voulant vraiment exprimer un amour romantique. Et là, il se passe quelque chose. C'est fait l'action qui va plus loin que le MJ lambda, entre guillemets. C'est pas, je dénonce personne, c'est pas quelque chose qui existe, mais voilà. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, ok, les lettres, les supports, tu les mets dans le même sujet. Parce que là, ça, je l'ai vu. D'ailleurs, très récemment, j'ai un joueur qui a voulu écrire une lettre à sa sœur et elle a été lue en fait dans la partie. Donc, elle était écrite. Ça, c'est arrivé assez régulièrement. Un autre truc, je sais pas si tu mets ça dans le même thème. C'est beaucoup plus léger, hein, c'est ténu, mais ça apporte. Il y a un côté réel. On parlait de la soupe tout à l'heure. Il y a pas longtemps, j'ai fait une apparition en tant que personnage non joueur dans la campagne d'un copain. Parce que j'avais une de mes joueuses qui jouait dans cette campagne, d'accord ? Et donc, en guise de surprise, je suis intervenu pour jouer un PNJ qui était une ordure, évidemment. C'est rien de plus drôle. Et j'étais en webcam. Et je voulais que ce soit un gros suifeux dégueulasse qui parle en mangeant, hein, vraiment. Et donc, j'ai pris une pomme. Donc, je sais pas si ça rejoint ce que tu disais, parce que c'est pas, j'utilise pas un talon, hein. Manger une pomme, c'est pas. Mais j'ai amené du réel en mangeant cette pomme pendant que j'interprétais le personnage. Et j'ai eu un retour là-dessus. C'est resté, comme tu l'as dit en fait, le coup de la pomme. Et j'ai écouté une de leurs parties à laquelle je participais pas après. Ce personnage revient. Et ben, il a été décrit comme mangeant une pomme. Ouais, maintenant c'est devenu une part de sa caractérisation. C'est ça.
Ça, c'est Parce- très intéressant. Et d'ailleurs, il y a même pas besoin de compétences, du coup, comme tu le dis, effectivement, il y a ça. Typiquement, dans euh, le scénario que j'ai fait avec les imagitateurs, je l'ai testé une fois avant, je l'ai fait jouer, et la partie de poker, dans cette partie-là, elle a été réelle. On a lancé un petit logiciel, on a fait une partie de poker tous ensemble, et c'est ça qui a déterminé quel PNJ allait perdre, qui allait gagner. On a fait Sans une vraie déconner. partie de poker, et pourtant, il y a pas de talent, il y avait des personnes qui connaissaient pas les règles, on a fait, bah c'est pas grave, on prend 20 minutes, on t'explique un peu, et puis on joue une partie de poker. Des fois, ça tient vraiment à rien, vous allez vous bastonner, ok, bah on lance un jeu vidéo, on va vraiment se taper sur la gueule, et on voit qui gagne. Pourquoi pas? On peut créer tout ce qu'on veut. Ah, c'est marrant ça, c'est marrant ce que c'est. Alors à utiliser avec parcimonie parce que ça peut aussi nuire à l'ambiance si ça dérive trop, Bien sûr. peut-être. Et puis c'est quelque chose d'un petit peu lourd, il faut éviter de le faire à Ouais. chaque séance. Là, mon exemple, si à chaque séance, les joueurs ils savent qu'il va y avoir un mini-jeu dedans, ça peut être un peu dérangeant si tout le monde n'est pas d'accord avec la proposition. Mais Ouais. si c'est une fois dans la campagne, ça crée quelque chose. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. J'avais jamais pensé comme ça en fait, de manière formalisée. Là, j'avais pris la pomme parce que je trouvais ça marrant. Mais c'est vrai que le simple fait, sans même parler de la qualité de ce qu'on fait, le simple fait d'avoir un élément du réel qui sera apporté, ça crée. Tu parlais de la surprise justement tout à l'heure. Mhm. Ça va créer tellement la surprise, ce rassemblement du réel et de la fiction, que ça va s'attacher au moment. Et ça rejoint ce que tu disais, le fait d'ancrer un instant jeu de rôle dans l'esprit des joueurs qui vont chérir pendant des années et des années. Parfois aussi, ça peut être l'occasion de... Alors, je vais un peu digresser, mais de lier la fiction et la réalité pour en faire un petit parallèle. Par exemple, quelque chose qui est souvent amené dans les films, c'est que des fois, même si un film est mauvais, si je le regarde au bon moment de ma vie, il va me parler parce qu'il va faire écho à des choses que je vis et il va m'aider à les gérer intérieurement. Ça m'a fait ça récemment avec un film qui est vraiment objectivement pas fou, mais qui moi m'a touché parce que j'avais besoin d'entendre ces mots-là à ce moment-là. Et ça m'est arrivé des fois quand je connaissais un petit peu mes joueurs, que c'était de bons amis, et de savoir qu'ils vivaient quelque chose de difficile, là en l'occurrence c'était un deuil, et ben il s'est passé dans le jeu de rôle quelque chose qui s'est un peu rapproché de ça dans la fiction. Ils sont passés à côté d'un cimetière et ils voyaient un jeune homme qui était agenouillé sur une tombe et qui pleurait. Et ils se sont intéressés à ça et il s'est passé quelque chose parce que ça faisait écho à ce qu'un joueur vivait. Et pourtant c'était juste un PNJ qui vivait quelque chose de normal dans une vie. Mais c'était intense pour ça. Et est-ce que c'était calculé, le fait qu'il y ait Est-ce que c'était toi le maître du jeu? Pardon, j'ai loupé C'est cette moi le info. maître du jeu, ouais. Ok. Et donc, est-ce que quand tu as placé cet enfant devant la tombe qui pleurait, est-ce que tu savais pour ton joueur et c'était un signe, une perche tendue, ou est-ce que pour le coup c'était du hasard, mais ça a marché quand même parce qu'il a vécu ça? Là, c'était voulu. C'était voulu. Je me suis dit, j'ai pas envie de le mettre de manière trop formelle. J'ai pas envie que ce soit un événement obligé et que le joueur se sente mal. Du coup, ça va juste être quelque chose à côté duquel ils vont passer. Et si jamais ça les intéresse, ils peuvent y aller. Mais c'est eux qui voient. Et du coup, oui, c'était voulu. D'accord. Ah ouais, alors là, là, on est sur du meugetage, c'est un horrible terme d'ailleurs, mais maîtrise de jeu, peu importe comment on peut le dire, très personnel. Ça veut dire que là, il faut connaître le joueur et faut le doser savamment, quoi. Comme je trouve que c'est pas mal la manière dont tu l'as apporté parce que tu poses ça là, mais ça force pas la scène sur le joueur et il peut choisir d'aller interagir ou pas avec cette perche tendue. Oui, voilà. Et puis après, on a des outils extérieurs qui disent que un joueur, enfin à mes tables, j'entends, un joueur peut refuser une scène. Et du coup, s'il ne la veut pas, on essaye de la passer sous D'accord. ellipse. Et on résume juste ce qui s'est passé et puis on passe à la suite. Parce que D'accord. voilà, chacun a ses sensibilités, surtout quand on est sur des choses comme ça un petit peu sensibles. Du coup, voilà, j'ai vraiment pris toutes les précautions que je pouvais. Je me suis dit, j'ai envie de faire un petit parallèle, mais s'il en a pas envie, c'est pas grave. Je tiens pas tant que ça à cette proposition. C'est pour lui et je veux surtout pas que ça se retourne contre lui. Ouais, c'est intéressant. J'ai fait un café JDR il y a pas longtemps avec Jenny sur les émotions. Et on avait abordé ces sujets, comment la situation de quelqu'un pouvait avoir une influence sur le jeu ou comment le jeu pouvait avoir une influence sur quelqu'un de par sa situation. Et le débat, je vais pas revenir dessus, mais c'était jusqu'à quel point il faut ou jusqu'à quel point on doit le prendre en compte. Mais ce qui n'avait pas été abordé, c'était, je crois pas, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de proactivement proposer quelque chose qui va à la rencontre d'une situation personnelle. J'avoue que je l'avais moi-même, je crois que je l'ai jamais envisagé. On peut y penser pour éviter quelque chose. C'est souvent pour éviter d'ailleurs qu'on a cette attention-là.
cette attention. Mais toi, là, c'était vraiment au contraire, on va pas l'éviter et on va proposer ces. Ouais, intéressant. Et comment demande pas ça. mal de précautions, hein. Il faut prendre soin de ses joueurs, bien sûr. Ouais, ça, moi, je sais pas faire, prendre soin de mes joueurs. Non, mais je le reprécise parce que là, c'était quand même quelque chose de très touchy. Mais Oui, la bien sûr. personne, je la connaissais depuis une dizaine d'années et on était très proches. Je ferais pas ça avec un joueur qui vient pour la première fois à ma Non, table et bien on se connaît sûr. depuis 2 minutes. Bien sûr. Bah, ça veut dire, d'ailleurs, ça me mène à un autre sujet. Désolé si je te coupe l'herbe sous le pied. Si tu as d'autres choses, n'hésite pas hein, à les Ça viendra, y a imposer. pas de problème, on a... Ça marche. Justement, je voulais faire le pont avec ça. L'ambiance, est-ce que on peut la maîtriser autant, ou en tout cas s'autoriser toutes les ambiances avec tout le monde, ou est-ce que certaines ambiances, il faut connaître les joueurs, est-ce qu'on peut les adapter? Comment tu vois ça? Est-ce que l'ambiance c'est un truc qui vit tout seul, indépendamment, ou est-ce que c'est toujours en fonction des joueurs? Alors, moi, je défends la fiction et la non-censure. Donc, pour moi, ma manière de pratiquer le jeu de rôle, c'est faire une proposition artistique. Donc, je vais assumer ma proposition et si j'ai envie de parler, voilà, là, j'ai cité des sujets comme le deuil ou l'accouchement. Si j'ai envie de cette scène, je vais la proposer à mes joueurs. Après, ils ont le droit d'y répondre comme ils veulent. Et souvent, quand je propose une scène un petit peu sensible comme ça, je précise toujours avant, en début de partie, avant même qu'on soit dans le jus, que vous avez tous le droit de m'envoyer en message privé que cette scène vous met pas à l'aise et comme ça on la passe et voilà, il n'y a pas de problème. Je veux pas que mes scènes soient mal vécues. Mais des fois j'ai envie d'aller chercher quelque chose d'un petit peu particulier. Par exemple, qu'est-ce que ça fait d'être en colère contre quelqu'un alors que tu peux pas lui péter la gueule? Tu peux rien contre lui, tu vas juste être en colère et il va te marcher dessus. Ça, c'est des choses que j'ai envie parfois de faire vivre à mes joueurs, de me dire, bon, ils sont au sommet de leur puissance, on va les faire redescendre un peu, de modeler un peu comme ça. Ça me fait rire parce que je sais pas si mes joueurs écouteront ce qu'a fait JDR, mais on vient juste de vivre ça. Moi, les joueurs en colère contre des personnages à qui ils peuvent pas péter la gueule, ça arrive tout le temps. Et c'est pas du tout parce qu'ils sont plus forts qu'eux, hein, les personnages. C'est la situation qui fait qu'ils pourraient, mais il y aurait des conséquences. Ça me fait beaucoup rire. Je les imagine écouter cette vidéo un peu plus tard. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Du coup, voilà, pour moi, l'idée, c'est de faire vivre une aventure émotionnelle. Parce que voilà, ça nous fera des souvenirs plus marquants et puis ça change un petit peu aussi. Parce qu'avoir une situation drôle et un peu alambiquée, on le trouve dans beaucoup de JDR. Mais avoir une situation où nous, on s'est senti impliqués émotionnellement, c'est plus fin, c'est plus dur à aller toucher, je trouve. Comment répondre modestement? Ça va être dur. Là-dessus, parce que moi c'est l'inverse en fait. En fait le jeu de rôle pour moi, et c'est là où on se rejoint d'ailleurs, c'est intéressant, sur le code de l'émotion, c'est extrêmement important. Je veux susciter des émotions fortes et souvent dans ce que je propose, il y a beaucoup de tragique en réalité. Ça nous remettra d'ailleurs peut-être sur le sujet du théâtre tout à l'heure, parce que voilà, c'est fréquent quand même dans le théâtre. Moi, c'est le côté rigolo justement que j'ai pas beaucoup dans mes histoires. C'est moins fréquent à ma table. Et d'ailleurs, je crois, on fait un petit détour là, mais je crois que je préfère l'humour en jeu de rôle et le côté décalé dans un contexte qui normalement est très sombre, parce que ça me fait plus rire dans ces cas-là que si c'est un jeu de rôle dont l'ambiance globale est le délire et l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, créer le décalage, c'est toujours plus intéressant. Ouais. Je trouve que quand on joue des choses avec une narration précise, donc j'entends là des choses pour moi à court terme, parce que je contrôle mieux mes narrations quand je suis sur 3-4 séances. Ouais. Ce que j'ai très tendance souvent à faire, c'est que au début, le ton est très léger, parce qu'on a juste une mission, un objectif. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, le ton il est de plus en plus contrôlé, on va dire, par le MJ, parce que voilà, les enjeux se concrétisent. Et c'est un très bon exemple, le premier actual play que j'ai fait avec les Imagitateurs, où au début c'est un peu départ à l'aventure, tout va bien, on doit juste aller récupérer un colis. Et puis à la fin ils se rendent compte de la tragédie que c'est, qu'en fait on va tous mourir, et là le ton il devient pesant de plus en plus. Et là je vais moins laisser d'écart à l'humour, c'est non, on se focus sur l'émotion que là je propose de jouer. Ça, c'est très vrai. Dans beaucoup de séries aussi, mine de rien, surtout les shonen où au début l'ambiance elle est très légère, on découvre un peu les pouvoirs de tout le monde, c'est super sympa. Et quand ils arrivent dans leurs derniers arcs, tout devient sombre, pesant, et là on a la substance un petit peu de l'œuvre. Et je trouve ça que c'est une belle courbe d'évolution. Mais d'ailleurs, ça peut mener à la conclusion que une ambiance, pour exister, elle
peut-être besoin qu'au préalable, il y en ait eu une autre différente. Je développerai pas trop parce que comme je le disais, dans un actual play que j'ai déjà tourné mais qui sortira sans doute après le tien, avec Zoran de la chaîne la table des coups cryptiques, c'est lui qui a parlé des contrastes. Et je pense que ça marche très bien. C'était pas pour l'ambiance d'ailleurs, je crois qu'on n'en parlait pas pour ça. Je sais plus trop, mais moi, ça marche pour l'ambiance parce que si tu veux instaurer une ambiance sombre, pesante comme tu viens de l'exprimer, c'est très bien de commencer par une ambiance légère d'abord, parce que quand on va tomber, on tombera de haut. Alors que si tu as commencé tout de suite par le sombre, tu as moins de points de comparaison, donc tu vas peut-être moins la ressentir, cette ambiance sombre. C'est vrai, je trouve que le contraste c'est un point intéressant, mais pas que. Pour moi, c'est comme dans une discussion. On peut pas tout de suite parler de choses deep, de choses profondes, mais on est obligé de commencer par un peu de small talk, au fait comment tu vas, il fait beau, non il pleut, et après la discussion elle peut aller sur quelque chose de plus émotionnel. Et ben je trouve qu'une partie de jeu de rôle c'est pareil, pour accorder un petit peu nos violons, les propositions de jeu, j'ai besoin de voir comment les PJ, les joueurs, ils vont se débrouiller dans mon univers, comment ils interagissent, et après on peut aller sur l'émotionnel, mais j'ai besoin d'abord un peu de les ressentir, de les quadriller, de voir comment ils sont. Je peux pas tout de suite les mettre dans une situation émotionnellement intense. Ah, ça m'intéresse. Donc ça veut dire que Est-ce que ça veut dire que tu le fais jamais? Pourquoi je te pose la question? Parce que autant j'adore le contraste dont je viens de te parler, mais ça veut pas dire que je le fais systématiquement. Autant moi j'adore surtout en début de campagne, plus qu'en début de... Tu vois, en one shot, excuse-moi, je parle en réfléchissant. Mais pour un one shot, j'aime beaucoup faire ce que tu viens de dire, surtout quand c'est un truc, un slow burn, tu vois, vraiment un truc qui est sur le temps long, où le rythme est lent et que graduellement à faire monter la tension ou assombrir la situation. J'adore faire ce que tu décris. Mais parfois, et surtout en début de campagne, j'adore commencer par un truc qui est intense tout de suite parce que ça les implique, quitte à ce que ça ralentisse un peu après, parce que je me dis c'est le début de la campagne, il faut absolument que ça commence par un gros boom. Faut que ça marque, ouais. Ouais, faut que ça marque et que les gars ils se disent à la fin, oh, c'est parti. Ouais, ça j'entends, c'est un procédé narratif, un trope qui s'appelle in medias res. Ouais, c'est ça. En gros de commencer dans l'action et après on explique comment on en est arrivé là. Et c'est vrai que c'est un bon outil, mais je dirais qu'aucun des deux n'est un départ meilleur que l'autre, quoi. Il n'y a rien qui est systématique. Je suis d'accord. Quand je suis dans un truc qui a très très... Enfin, parfois ça peut être chouette, surtout quand les joueurs se connaissent pas, de se dire on va se rencontrer tranquille, ça va être un peu classique mais vous inquiétez pas, la suite va bien se passer. Et parfois quand j'ai des joueurs, surtout des joueurs jeunes, et qui peuvent pas gérer tous les paramètres à la fois, je me dis bon, allez, vous vous rencontrez dans une auberge, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais oui, je suis très d'accord que les faire se rencontrer en plein milieu d'un champ de bataille, ils savent pas s'ils sont alliés ou ennemis à cause du sang qui recouvre leurs uniformes, c'est une très bonne idée. Ça peut être très chouette de les faire commencer dans l'action. Et quand je dis commencer dans l'action, je préfère quand même le préciser, parce que alors j'adore aussi le in medias res, il n'y a pas de souci, mais commencer dans l'intensité tout de suite, ça veut pas dire nécessairement qu'ils ne connaissent pas le contexte. Oui. Tu vois, j'aime bien, moi, parfois, en 1 minute, il ne faut pas que ce soit trop long, sinon on se fait chier, mais en 1 minute, expliquer pourquoi ils sont là. Surtout si on s'était mis d'accord, c'est une proposition de campagne en amont, en général, ils peuvent savoir, mais tout en sachant que l'action commence tout de suite intensément. Pas forcément l'action, mais que tout de suite l'ambiance, pour en revenir à ça, soit lourde, intense, sans préliminaire, si j'ose dire. Bah, je pense qu'il y a 2 choses à nuancer. La première, c'est que quand on commence une partie de jeu de rôle, il y a toujours besoin d'un petit temps pour vraiment se mettre dedans. Ça, c'est humain, peu importe la tâche qu'on commence. Il y a un petit échauffement mental. On a besoin de se souvenir des codes, se ramener les outils en tête. C'est pas la même durée pour tout le monde. Mais du coup, même chaque séance, finalement, quand on commence, il y a un petit échauffement de pensée à faire. Et aussi, une chose que je trouve intéressante, c'est que comme les joueurs, ils savent que le chemin est balisé, surtout au début, quand ils se rencontrent dans une auberge, ils sont en mode « Bon, d'accord, super, vous êtes qui, c'est quoi vos compétences ?» Et bah c'est le moment de pouvoir placer des petites choses que eux vont pas remarquer. Le personnage qui va être récurrent du début à la fin, mais qui les bouscule juste au début. Ça, c'est un peu cliché, mais tu vois l'idée. Tu vois, de commencer à poser des indices, des marques, pour qu'à la fin, ils se disent « Ah, punaise, tout était sous nos yeux. » Et ça, c'est un sentiment qui est incroyable quand ils se disent « Ah, mais c'était construit, on vient de vivre un truc qui est une espèce d'immense toile d'araignée narrative. » Musique à mes oreilles, cher Glyph. Musique à mes oreilles. Une toile d'araignée narrative. Ça, c'est... Bah écoute, je vais même pas développer, parce que bon, ceux qui écoutent ma chaîne
savent que je parle souvent de toile de fond, que je suis d'accord avec toi. Alors on s'éloigne un peu de l'ambiance là, mais c'est pas grave, temporairement. L'idée, moi aussi j'adore l'idée que les joueurs, quand tu as pu préparer ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, un moment plus calme où tu peux commencer à placer les trucs sans qu'ils s'en rendent compte et que plus tard ils voient que c'était construit. T'as pas eu peur de le dire et j'aime bien entendre ça parce que moi en tant que MJ et en tant que joueur, c'est une grande satisfaction quand je comprends des éléments et que je me dis ah tout ça c'était pas par hasard le MJ. Ça veut pas dire qu'il a planifié des séquences et qu'on va juste vivre l'histoire qu'il a dans sa tête, non. Mais il a pensé, il a réfléchi son truc, il y a une cohérence, c'est construit, ça va être fun. C'est ça. Et aussi, il y a, je mets pas une pression à tous les MJ de préparer vos canevas, il faut absolument que tout soit super construit. Je pense qu'il y a deux compétences à bien utiliser. La première, c'est la planification, c'est de voir un petit peu à l'avance ce qu'on veut faire. Et la deuxième, dans laquelle moi je trouve que que j'excelle, j'allais me la péter, mais Tu peux le qui est une dire. compétence que j'ai vue chez moins de MJ et qui me semble être une qualité, en tout cas, moi je l'interprète comme ça, c'est parfois juste savoir se raccrocher aux branches et faire en sorte de tourner les choses pour se dire allez, c'est bon, ça paraît logique et on dirait que j'ai tout prévu depuis le début. Et quand c'est fait assez habilement, les joueurs ils sont en mode ah mais c'est vrai, tout était construit, alors que moi j'ai juste suivi une improvisation en essayant de tout relier au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Souvent c'est la première fois que je fais jouer un scénario, c'est Ouais. au fur et à mesure je re-ramifie tout, et si au début le tavernier ils l'ont croisé un peu n'importe comment, bah à la deuxième séance je me dis tiens mais lui il va revenir en fait, ça peut être lui qui joue le rôle que j'ai prévu là. Et du coup on se dit ouais mais en fait sa vie tout est lié, tout était prévu. Et au début bah non, mais ça c'est un peu ouais, je sais pas, c'est tisser la toile en cours, mais quand c'est bien fait pour moi c'est pas un défaut. Je suis d'accord, mais il faut que au final ça reste cohérent et souvent, je sais pas du tout si c'est le cas pour toi, hein, souvent ce genre d'improvisation, et ça m'arrive aussi, ou même un peu juste en préparant une séance ou en plein milieu de campagne, j'avais pas préparé, je raccroche un truc, comme tu le dis très bien, mais souvent ça ne marche que quand il y a quelque chose auquel tu peux le raccrocher. Ça veut dire qu'au départ quand même, t'avais quand même déjà quelques fils de la toile qui étaient tissés, et parce qu'il y a un noyau cohérent au départ, ça devient plus facile de raccrocher des nouveaux trucs après, tout en maintenant la cohérence. Alors que si t'as rien au départ, là c'est un piège quand même, souvent. Ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment l'image de la toile d'araignée parce que, sans faire un cours de zoologie, mais en gros, l'araignée, elle va tisser d'abord son espèce d'immense octogone et ensuite elle va faire plein de traits du centre vers l'extérieur. Bah, pour moi, c'est ça, c'est au début de ma campagne, je trace mon contour, donc c'est le contexte géopolitique pour moi, bien souvent. Et où est-ce qu'on joue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens veulent faire, les PNJ, souvent. Et après, quand on joue dedans, moi j'ai les enjeux globaux, donc je peux improviser, je sais que je connais les limites de mon bac à sable et je sais où est-ce que je vais pouvoir me raccrocher. Mais ça vient avec l'expérience et la pratique, je pense. Oui, je pense aussi. Et puis il faut avoir conscience qu'on veut faire progresser cet aspect de sa compétence. Je pense que ça Oui, se travaille consciemment, à mon avis. tout à fait. C'est de la pratique délibérée. Voilà. Décidément, on a pas mal de points de convergence là. Mhm. Petite musique qui m'intéresse bien. Non, mais vraiment très intéressant en tout cas cette analyse. On va revenir un peu sur l'ambiance et Oui. j'avais évoqué des choses te concernant et qui peuvent venir de ton, je sais pas si c'est ton métier d'ailleurs, théâtre, musique ou autre. T'as l'air un peu artiste, je me trompe peut-être, hein, mais il me semble qu'on avait un peu discuté de ça déjà. Et je voudrais reparler de la voix. Pourquoi? Parce que déjà, quand je t'ai parlé, quand je t'ai écouté, j'ai trouvé que tu avais un bon ton de voix, déjà naturel, sans parler de talent ou autre. Bon, après, chacun naît avec sa voix aussi. Il y a quelques MJ que je connais qui ont ça. Récemment, j'ai joué une partie avec Rosen. D'ailleurs, il avait eu des commentaires des autres joueurs aussi à cet égard. Et les gens qui ont une voix un peu calme, apaisante, mais qui ont une certaine gravité quand même, et sans qu'ils fassent rien, de toute façon, on va vouloir écouter, ne serait-ce que parce que le son de la voix est intéressant. J'ai une joueuse aussi qui a une belle voix comme ça, et ça ajoute quelque chose. Donc, ma première question pour toi, c'est, au-delà de cet aspect que tu contrôles pas, est-ce que justement, il y a quand même des éléments que tu contrôles dans ta voix pour narrer et apporter une ambiance? Alors pour moi, c'est très conscient. Vraiment parce que dans ma vie perso, la voix ça a toujours été quelque chose. Je suis né avec une voix très aiguë pour un mec et du coup c'était toujours compliqué. Je suis né dans une famille de musiciens donc j'ai chanté beaucoup au début de ma vie. Après je me suis intéressé au théâtre, puis le jeu de rôle est venu, j'ai fait des études de cinéma. Du coup
moduler pour incarner quelque chose, ça a toujours fait partie de ma vie. Et, et en plus, j'ai un trait de personnalité, un défaut qualité, qui est que j'ai tendance à beaucoup prendre les aspects des personnes qui me plaisent. Par exemple, ça s'entend dans la partie avec les imagitateurs. À la fin, les dernières minutes, j'ai presque un accent québécois, alors que au début, pas du tout. J'ai un accent très parisien. Et c'est une déviance, et on voit en plus mes PNJ qui deviennent tous un petit peu plus tirés vers le Québec, on sait pas pourquoi. Et c'est terrible, moi j'ai peur que les gens se sentent insultés, mais c'est juste que voilà, quand je fais plus attention, je m'inspire comme ça. Et j'ai oublié ta question, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Mais déjà, tu commences à y répondre. Ça veut dire qu'involontairement, des fois, ta voix ou ton ton ou les mots que tu emploies vont changer, car tu vas t'adapter à l'auditoire, inconsciemment de ce que je comprends de ce que tu me dis. Mais d'ailleurs, je vais te réitérer ma question, mais je rebondis quand même parce que tu me dis que tu es né avec une voix aiguë. Moi, j'ai pas du tout cette impression quand je t'écoute. Je dis pas que tu as une voix de crooner, c'est pas ça, mais tu as une certaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la voix, tu as une certaine gravité. J'ai pas l'impression d'avoir un soprano, ça n'a rien à voir. Non, il y a une tessiture. Mais je te jure que c'est vrai, non, t'as pas une voix. Moi, en tout cas, j'entends pas une voix aiguë. Peut-être que tu chantes aigu, j'en sais rien, mais tu as une voix posée qui a une certaine maîtrisée. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas si tu le travailles, si c'est conscient ou pas, mais dans le jeu de rôle, quand je t'écoute, ça fait partie des éléments qui m'ont retenu au départ dans l'actual play, alors que la proposition au départ, je te dis, n'est pas en général mon style, mais j'ai écouté en partie grâce à ça au départ. Bah pour ma part, je pense que c'est vraiment acquis par le fait, la socialisation il faut un peu performer de la masculinité parce que tu vis mieux quand t'as l'air d'un vrai mec, hein, en tout cas dans le collège où j'étais. Et ensuite, il y a eu le fait que très tôt, la vie virtuelle, les Discord, les endroits où les gens te voient pas, et tout ce que t'as pour te défendre, entre guillemets, tout ce que t'as pour faire preuve de charisme, c'est ta voix. Du coup, forcément, pour imposer le respect, il faut moduler sur ta voix, il faut éviter de bégayer, il faut faire un travail sur tes mots, ta prosodie et aussi la texture de ta voix. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appris à moduler un petit peu pour parfois inspirer un petit peu plus de sympathie, un truc un petit peu plus gai, un petit peu plus vite, et puis pour parfois poser et dire là, tu dépasses les bornes. Et de pouvoir un peu moduler entre les deux, tu vois, de pouvoir jongler. Là, j'ai un ton un petit peu informel qui est devenu naturel, mais je pense que tu me prends moi de même après avoir mué, hein, de vraiment à mes 18 ans, et j'ai plus cette voix-là, quoi. D'accord. Ouais, donc tu as un côté caméléon avec la voix, et dans le conte, dans l'art de conter dans le jeu de rôle, je trouve que tu l'utilises beaucoup. Alors la voix, oui, mais pas que. Il y a également le ton, et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose que la voix, le ton. Ouais. On en reparlera d'ailleurs parce que tu parlais de qualités qui sont rares chez les MJ. Plus je joue, plus je vois que celle-ci, elle est rare. En tout cas, je pense pas que ce soit qu'il l'est pas d'ailleurs. Je pense qu'il n'y pense pas forcément. C'est le ton. Mais bon, là, c'est un petit prélude. Je vais en reparler juste après. Continuons juste sur la voix. Moi, j'ai remarqué que tu modulais quand même, et notamment lorsque tu interprétais les personnages. Donc là, clairement, j'imagine que ça vient aussi de ton appétence pour le théâtre. Comment tu utilises l'interprétation, les changements de voix pour poser l'ambiance, pour la changer? Et est-ce que tu le fais tout simplement? Est-ce que tu utilises ça pour faire des transitions d'ambiance? Du coup, voilà, pour moi, c'est ce que je disais au tout début. L'ambiance, elle vient de l'émotion du PNJ. Et si le PNJ a une émotion relativement identifiable, ça va tirer tout le monde vers une certaine ambiance. Et du coup, moi, ce que je fais quand j'ai un PNJ, généralement, j'ai beaucoup d'images devant moi. J'ai vraiment toutes mes images enregistrées. J'ai une grande collection de PNJ et de lieux et tout. Et je me mets le PNJ en grand écran devant moi. Comme ça, j'essaye, comme je suis très influencé par ce que je vois, et plus je le vois, plus j'essaie de m'identifier à lui et je me mets là-dedans. Et du coup, j'ai dans l'actual play, le banquier qui bégaye, qui est pas très sûr de lui, c'est parce que j'avais une image où il se grattait la tête d'un air un petit peu gêné. Et du coup, ça fait que quand t'as un personnage comme ça qui témoigne un peu de faiblesse, tu vas avoir envie soit d'être un petit peu protecteur, soit de un petit peu lui marcher sur les pieds, mais ça va créer quelque chose. Et c'est pas pareil que le grand gars de 2m10 avec une cicatrice sur la gueule qui lâche pas un mot. C'est sûr. Ok. Non mais ça, en tout cas, c'est très ressenti. Moi, je pense que c'est important. En tant que maître du jeu, la voix, je l'utilise. En tout cas, les changements de voix. Alors, je suis sans doute pas extrêmement doué pour ça, mais sur certains PNJ marquants, importants qui reviennent, j'essaye d'adopter une voix différente. Alors effectivement, il y a certaines voix qui vont être plus faciles pour moi que d'autres. D'ailleurs, je rigole avec mes joueurs, mais
parfois, après une session riche en dialogue, j'ai besoin de miel parce que je me suis défoncé les cordes vocales avec certaines voix. Oh là là, attends. Là, c'est intéressant, l'interprétation, ce que tu soulèves. Pour moi, c'est la différence entre un MJ qui va faire l'effort de moduler sa voix et quelqu'un qui va pas y penser. Pour moi, la personne qui n'y pense pas, c'est comme si on lisait un texte de théâtre. Et la personne qui interprète, c'est comme si on voyait la pièce de théâtre. Et c'est très différent parce que d'un seul coup, tout prend une nouvelle dimension. Vraiment, t'as l'impression que tout a plus de texture. Et à mon sens, c'est plus riche. En fait, c'est normal, tu utilises un outil de plus, donc c'est plus riche, littéralement. Il faut pas en faire des caisses non plus, il faut pas se perdre dans des voix bizarres. Mais je pense que c'est un outil intéressant. Si on n'est pas à l'aise, on n'est pas obligé de le faire et ça peut sortir un petit peu les gens du contexte. Surtout au début, quand on débute, on a peut-être un petit peu honte, on peut être gêné de ça et puis on ne sait pas trop comment faire. Et c'est très dur de moduler ça. Par exemple, pour moi, j'ai beaucoup de mal à faire une voix de femme qui soit convaincante sans la rendre cliché. Et du coup, quand je fais une femme, la plupart du temps, je parle avec une voix le plus neutre possible. Et j'essaie pas de me féminiser parce que j'ai trop l'impression que je la rends ridicule, alors que j'ai envie parfois de faire un personnage sérieux. Du coup, voilà, faut moduler avec ce qu'on peut. Et parfois, il y a des choses qu'on se sent pas de faire. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être ça peut être à double tranchant. Je te rejoins sur le côté voix féminine. Moi, en général, ce que je fais, elles ont toutes la même voix. Elles n'ont pas forcément toutes la même manière de s'exprimer ou d'agir, où elles n'ont pas le même ton, et je vais y revenir. Pour moi, il y a une différence entre le ton, c'est la manière d'être, c'est l'intensité dans la voix, mais c'est pas la voix elle-même. Et je pense qu'en termes de voix pure, les femmes que j'interprète quand je le fais, elles ont toutes la même. Je veux juste rehausser légèrement le ton de ma voix pour qu'il y ait quand même, voilà, légèrement. Je caricature pas, c'est juste pour marquer la différence avec des personnages masculins. Donc comme toi, je m'en tiens à ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça, surtout sur des personnages dont la voix peut être l'un des éléments marquants. Il y a 2 personnages dans ma campagne là que je jouais extrêmement souvent, c'est les personnages récurrents. Il y avait un évêque charismatique mais vieux, donc je le jouais un peu comme ça. Et donc ça, c'est comment ? Le fameux vieux, on a tous des vieux dans le jeu de rôle. Absolument, mais lui était très important en plus. Alors, et la manière dont il parlait, il y avait souvent un truc du genre je vous l'avais dit. Après, je repartais sur la voix, donc il y avait un petit trait de voix qui revenait. Ça me bousillait la voix comme pas possible, mais c'est pas grave. Et c'était devenu caractéristique du personnage. Et il y en avait un autre, vraiment le personnage intimidant par excellence, mais à la fois mystérieux, c'est un chevalier obscur. Ça a l'air très stéréotypé comme ça, mais il y avait toute une histoire particulière derrière. Et il se trouve qu'il avait littéralement la voix cassée. Ses cordes vocales avaient été abîmées. Donc j'avais une voix un peu à la Christian Bale dans Batman. Donc c'était terrible pour ma voix, mais si je ne l'avais pas fait, les apparitions de ce personnage n'auraient pas eu le même impact. Ah oui, c'est sûr. Et puis aussi, on a peu de choses, surtout quand on joue à distance, on a peu de choses pour caractériser nos personnages. On peut envoyer des images, si on n'a pas de cam, on peut pas les jouer physiquement, on peut pas faire leurs interprétations, donc on a finalement quasiment que la voix, c'est un outil, c'est quasiment le plus important. Et comme il sert à la fois à nos descriptions, à faire parler les gens, bah, il faut vraiment qu'on l'anime, parce que c'est l'outil qu'on utilise le plus dans nos campagnes. C'est clair. C'est clair. Je comprends après qu'il y ait des gens qui n'osent pas mais je pense que quand on a joué avec des joueurs ou des MJ, parce que les joueurs peuvent aussi faire ça, hein, attention, mais plutôt un MJ, parce que le joueur qui doit transformer sa voix tout le temps, alors qu'il joue tout le temps le même personnage, ça peut être extrêmement fatigant, ça faut le savoir. Mais c'est vrai que ça ajoute à l'ambiance, à l'immersion, et c'est un outil de plus pour définir les personnages. Ça favorise je mets juste une phrase là-dessus. Bien Ça sûr. favorise le fait d'être dans le personnage. Parce que si je parle avec ma voix normale, je vais avoir plus tendance à décrire un petit peu de l'extérieur, de bah tiens, mon personnage fait ça. Et quand tu essaies de garder la voix, comme c'est le cas dans l'actual play, parce que j'aime me faire de la pub, vraiment, ils sont tout le temps in character, tu vois, tout le temps dans le personnage avec leur voix, leur mimique, et tout de suite, ça te donne plus envie de l'interpréter. Et du coup, bah, moins on prend de recul avec la fiction, plus on peut la vivre, et de la manière émotionnelle. Du coup, je retombe sur mes mots. Je suis d'accord, rien à rajouter là-dessus. Et je voudrais aborder, j'en ai fait un préambule tout à l'heure, le ton. Le ton, je parle même pas, d'ailleurs, dans l'interprétation des PNJ, je parle même pas de ça.
je parle du ton de la voix du MJ en tant que conteur lorsqu'il narre différents événements pour faire passer une ambiance. Et je vais te laisser réagir là-dessus, mais je voudrais vraiment élaborer parce que c'est un élément qui a une importance dont j'ai pris conscience récemment. Il se trouve qu'avant j'étais beaucoup MJ et ça fait 2 ans que même 1 an là que je joue à plusieurs tables en tant que joueur et je l'avais pas beaucoup fait, donc je vois certaines compétences qui reviennent et puis certains manques aussi que moi j'aimerais bien retrouver que je vois pas souvent et le ton en fait partie. Rarement j'entends et j'insulte personne, c'est juste une constatation, il y a vraiment très peu de maîtres du jeu qui vont faire varier le ton de la voix en fonction des ambiances, des scènes. Je pense notamment au combat. Je vois énormément de MJ qui restent très calmes pendant le combat ou pendant les situations d'urgence. Alors que moi personnellement, en tout cas, oui, là c'est un truc, je pense que je le fais pas trop mal, c'est de me laisser emporter par le moment et le ton de ma voix, il va avec l'urgence, il est plus rapide, il est intense, etc. Et moi quand je suis joueur et que j'entends ça, j'ai besoin de voir que le MJ il est dans la même immersion que moi, tu vois. Il m'emmène avec lui. Là, juste avant de te répondre, j'ai besoin de 32,5 secondes de pause pour aller me chercher à boire. Il n'y a pas de problème, vas-y. Du coup, je suis d'accord que sur la description, particulièrement de scènes d'ambiance, vu que là on parle pas d'interprétation, c'est important. Et du coup, particulièrement dans l'urgence, et là je pense que on peut le résumer pour moi à un paramètre très simple. Alors ce sera un peu, c'est un résumé, hein, donc ce sera forcément plus pauvre que tous les paramètres qui existent, mais c'est la vitesse à laquelle on parle. Et parler vite, enchaîner nos mots et donner beaucoup d'informations en peu de temps, ça va donner ce sentiment que tout se passe très vite, de beaucoup d'urgence, simplement parce que il y a plein d'actions qui se déroulent en très peu de temps dans le monde physique, dans le monde réel. Et à l'inverse, si d'un seul coup on prend le temps de parler lentement, et que c'est maîtrisé et que c'est voulu, hein, dans une situation comme ça, on étire le temps de l'action, comme si on était dans un film et que d'un seul coup ça devenait un ralenti, et ça permet de donner de l'importance en ajoutant du silence. Je réfléchis à ça, c'est pas mal, effectivement. Même dans une... C'est comme je suis en train d'imaginer en fait une scène d'action où c'est une grosse bataille et puis à un moment, il y a le duel au milieu de la bataille et là on peut peut-être ralentir. Alors ça va pas avec le ton, c'est dommage parce que c'est moi qui ai amené ce sujet-là, mais le fait de décrire plus ou d'écrire moins dans une situation d'urgence, ça peut aussi participer à cette ambiance différente dans le sens où si tu décris plus, que tu prends le temps de décrire les détails, etc., ça va forcément ralentir le temps d'une certaine manière parce que ça veut dire que tu as le temps de voir ça. Le paradoxe, c'est que... Je vais réagir quand même sur ce que tu as dit, parce que c'est un peu paradoxal. Dans l'urgence, si tu te mets à accélérer, donc à aller plus vite dans ce que tu dis, le paradoxe, c'est que souvent tu vas quand même moins décrire, parce que si c'est dans l'urgence, les personnages voient moins de choses. Donc tu parles plus, mais concrètement en décrivant moins, en tout cas ce qui est du détail, tu vas te concentrer plus sur ce qui est du mouvement. Là, pour le coup, je pense que ça, c'est quelque chose que j'invite tous les MJ à réfléchir avant, parce qu'on ne peut pas le faire pendant qu'on est dans l'action, on a déjà des choses à penser, mais ça va être très important, qu'est-ce qu'on décrit ? Quel est le sujet, vraiment, ce dont on parle ? Parce que, typiquement, dans une baston, c'est le moment où j'arrête de décrire les environnements, à moins que quelqu'un prenne un pied de table et le foute dans la gueule de son opposant, mais oui. Sinon, dans une baston, il y a les imagitateurs qui ont fait une très bonne capsule sur les combats, là, il y a très récemment. On voit plus les environnements, on s'en fiche, il y a que mon corps, l'adversaire, et on va décrire que ça. Et peut-être que je peux mettre beaucoup de phrases, beaucoup de quantités pour décrire la manière dont le sang coule sur une lame, mais c'est ça l'intérêt, c'est le sujet. C'est plus le moment de décrire les pâquerettes. À la limite, ça peut être intéressant à la fin d'une bataille, quand la tension redescend, de décrire l'état dans lequel on a mis la pièce. Là, ça peut être intéressant. Mais le sujet est très très important. Rien à ajouter, je suis d'accord là-dessus. Et le rythme, c'est vrai qu'on reparle du ton maintenant, mais le rythme, le débit de parole va être important. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le débit de parole. Il y a vraiment Alors, ça va impliquer un changement de voix, évidemment, mais dans l'implication du MJ dans sa voix, au-delà du rythme, tu vois, si c'est une scène triste, par exemple, que le MJ, on sente, non pas le sanglot, hein, mais qu'une gravité dans la voix, il va commencer à parler, tu sens que c'est un moment tragique de deuil, quand c'est dans l'action, il va
il va parler comme ça et tu vois, on va vraiment sentir que le MJ il est dans la folie de l'action aussi. S'il y a de la cruauté, il va prendre une voix beaucoup plus sérieuse, sombre. Et ça, moi, ça m'emmène complètement quand je suis joueur. Et c'est quelque chose qui me manque quand je ne le vois pas, et je le vois rarement, ça je le dis. Et je trouve que le ton change trop peu chez beaucoup de MJ. Et malheureusement, dans une situation, la neutralité ou le calme ou le côté posé va être, je reprends ton terme, une dissonance émotionnelle dans de nombreux cas. Bah, là-dessus, c'est pour moi le MJ, et d'ailleurs dans mon jeu je l'appelle le compteur dans les comptes de crit, parce que c'est ma vision du jeu de rôle, et pour moi c'est le compte passe avant le gameplay, mais ça c'est un avis purement personnel, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Le MJ, c'est la caméra de l'action. C'est nous qui la découvrons, c'est nous qui font exister le monde, mais pas seulement le monde, aussi le prisme à travers lequel les joueurs le voient. Et c'est pas pareil de dire, bon bah voilà, il tombe par terre, il est mort, et de le décrire en y mettant... On peut y mettre l'émotion qu'on veut à l'action en fait. On peut mettre l'émotion qu'on veut à un bandit qui se fait tuer. Ça peut être épique, ça peut être juste un bandit parmi tant d'autres, on s'en fiche, on passe à la suite. Ça peut être drôle, ça peut être particulièrement triste. On peut faire vivre ce qu'on veut dans la manière de le décrire, et c'est à nous d'interpréter l'émotion qu'on veut véhiculer aux joueurs. Après, ils en font ce qu'ils veulent, ils vont la transformer, ça fait partie du média, mais on doit donner une première interprétation, sinon des joueurs expérimentés sauront en donner une, mais pour moi, on doit faire ce pas-là pour les joueurs, pour aussi donner notre vision artistique de ce qu'on donne. Que, moi, c'est encore ma manière de voir le jeu de rôle, mais je fais une proposition artistique quand je fais une partie. Oh, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est même pas moi, j'ai entendu un autre rôliste de la communauté, un peu moins présent ces derniers temps, mais un Québécois aussi, Radburger, qui connaît Eric d'ailleurs, qui parlait lui de canon esthétique. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent maintenant. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. C'est moins large que la proposition artistique, mais on en revient quand même à cette idée de proposition qui n'a pas que trait au sujet de ce qu'on va jouer. Proposition globale, d'ambiance, d'esthétisme, de ton. Je pense que c'est ce à quoi tu fais référence quand tu parles de proposition artistique. Ouais. Okay. Non, mais je te rejoins, donc d'où l'importance du ton pour servir cette proposition artistique. Et donc ça, j'aimerais le voir plus. Il y a assez peu nombreux les MJ qui font ça. Eric le fait très bien, en l'occurrence. En particulier à travers, je trouve je l'ai déjà dit plein de fois, mais son interprétation des personnages. Justement, le ton, la voix. Là, pour le coup, lui, il sait faire. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est une vraie compétence qu'il a, c'est vrai. Ah oui, ça le démarque beaucoup. Mais voilà, ça donne une vraie chaleur au MJ. Et également, je te rejoins quand tu parles de... Alors, effectivement, chacun sa vision, hein, mais... Le maître du jeu est un conteur. Je vois d'ailleurs que ce terme est souvent contesté sur certaines chaînes de jeux de rôle, comme la mienne, comme la tienne, comme d'autres, où justement c'est opposé. Non, ce n'est pas un conteur, il y a l'aspect ludique qui revient, c'est celui qui va soumettre c'est un créateur de conflits, de problèmes, ce qui est pas faux hein, d'ailleurs, hein, ce qui est vrai. Mais je trouve qu'on peut... Enfin, on peut. Et moi, je ne souhaite pas que l'aspect conteur soit retiré au MJ, parce qu'il a un rôle tellement important dans le fait justement de véhiculer une ambiance, et comment véhiculer une ambiance autrement que par le conte. D'ailleurs, pour l'ambiance, pour moi, le gameplay est vraiment au service de l'ambiance. L'ambiance en jeu de rôle, je la définirais comme ça. Il va y avoir 3 choses qui vont poser une ambiance. Il va y avoir d'abord le gameplay, parce que forcément, si on est dans un système où les combats sont meurtriers, ça va poser une ambiance autour de ce genre de scène. Alors que si on est dans un tactical un petit peu jeu de plateau où il faut réfléchir, faire du groupe, c'est pas la même chose. Donc le gameplay pour moi il est au service de l'ambiance, au service de la fiction et donc de la proposition artistique. Il va y avoir ensuite les joueurs, et là c'est purement leur partie, leur interprétation, ce que eux ont envie de faire. Et ensuite il va y avoir les descriptions du MJ et l'interprétation que lui en fait. Et c'est les 3 composantes finalement, c'est le jeu, les joueurs, le maître. Et les 3 doivent servir l'ambiance, parce que si tu veux jouer du Cthulhu avec le système de Nullbuck, ça va pas sortir pareil quoi. C'est sûr. Et justement, non pas le système, parce que ça je vais en parler prochainement sur un autre café JDR, mais la partie les personnages, les joueurs. Quel est leur rôle exactement dans le fait de mettre en place une ambiance et jusqu'à quel point ils peuvent... C'est là où on va rejoindre un peu le début de notre discussion.
jusqu'à quel point les joueurs peuvent s'autoriser à transformer une ambiance qui a été distillée par le MJ, ou jusqu'à quel point ils doivent justement participer à l'ambiance que le MJ souhaite véhiculer. Comment tu vois les choses? Alors là-dessus, j'ai une vision aristocratique. Du coup, je prends un point pour définir. L'aristocratie, c'est le pouvoir aux artistes, au sens le pouvoir aux personnes qui ont les compétences. Et du coup, pour le mastering, ça va toujours être comme ça. Je vais un peu jauger comment mes joueurs reprennent les propositions. Et si j'estime qu'ils le font bien, je vais aller dans leur sens. Par exemple, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait avec les imagitateurs. C'est des joueurs expérimentés qui vont parfois narrer comme s'ils étaient un petit peu conteurs le temps d'un instant. Ils reprennent de la narration, ils font parfois parler l'environnement. Et voilà, ils prennent des bouts de pouvoir qui sont habituellement donnés au MJ. Et je les laisse faire parce que c'est des gens qui ont une vision. Et du coup, on va pouvoir rebondir et c'est chouette, on s'amène des choses l'un à l'autre. Et quand j'ai des joueurs moins expérimentés ou juste plus nombreux, si tout le monde commence à mettre sa patte alors que j'ai 9 joueurs à ma table, je vais devoir moi être le garant de l'ambiance. Ou parfois si j'ai des joueurs qui sont un petit peu jeunes et qui sont un petit peu en mode soit rigoler de tout, soit buter tout le monde, bon, il y a des moments où je vais estimer que ça va être moi le garant de l'ambiance. Du coup, c'est... voilà. Si j'estime que la personne en face elle est compétente et que ce qu'elle amène c'est intéressant, il n'y a pas de problème, on suit. Et si je trouve que on sort un petit peu, on y perd finalement à ce que tu viens d'apporter, c'est pas grave, je vais essayer de retourner un petit peu sur mes rails. Et là, je pense que beaucoup de gens seront pas d'accord, mais c'est une vision. Je te confirme que beaucoup de gens ne seront pas d'accord parce que j'ai souvent eu cette discussion et moi, depuis le début de ma chaîne, j'essaie de remettre au goût du jour exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je dis pas ça pour être d'accord avec toi, hein, en l'occurrence, moi j'aime bien ne pas être d'accord. Là, il se trouve que je te rejoins. J'aime bien l'idée que tu responsabilises le maître du jeu. C'est-à-dire qu'il doit savoir quand laisser aux joueurs justement qui font bien, entre guillemets, en tout cas par rapport à la proposition, toujours pareil, savoir laisser, mais également savoir recadrer. Recadrer, ça ne veut pas dire être ferme, ça peut être fait tout à fait subtilement, pour que la proposition artistique, pour que le jeu et l'histoire, le conte, restent fidèles en globalité à la proposition artistique. Tout à fait. Et puis il y a des joueurs qui parfois prennent pas cette place, il y a des joueurs qui sont très discrets ou qui décrivent leurs actions de manière très mécanique et pas émotionnelle, qui vont dire là mon personnage fait ça. Et ça veut dire que bon, tu fais le choix de ne pas apporter quelque chose dans l'ambiance, mais c'est ok, tu vois, chacun trouve sa place dans le groupe et il n'y a pas de problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord et vraiment je veux réinsister là-dessus parce que il peut y avoir des différences entre joueurs. Moi je le vis et j'entends souvent des MJ qui disent non il faut absolument encourager. Ah oui, alors encourager il faut ça bien sûr, mais faut pas que ça aille plus loin que l'encouragement. Dire oui, il faut que tous les joueurs participent. Laisse tes joueurs, j'entends souvent ça. Laisse tes joueurs décrire leur action, ce qu'ils font, c'est à eux de peindre le truc. J'entends souvent ça, mais moi j'ai certains de mes joueurs qui sont beaucoup moins à l'aise avec le fait de faire ça. Et si je leur laisse trop l'opportunité de le faire, ça va les gêner. Oui, il y a des joueurs qui n'aiment pas prendre toute la lumière. Là, je te rejoins. Exactement. Donc... J'ai eu une... Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. J'ai eu une joueuse comme ça à ma table pas plus tard qu'hier, où vraiment c'était une joueuse qui agissait toujours la dernière. Elle avait à cœur de dire non mais vous en pensez quoi, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et elle donnait vraiment le spot, la lumière aux autres. Et quand il se trouvait que j'essayais de lui laisser de la place, elle la prenait pas. Du coup, je me suis dit, ok, peut-être que je continue ma séance, j'essaie d'aller au bout, c'était un one-shot. Et à la fin de la séance, je lui ai demandé un retour, comme ça je me dis, bon, si ça s'est mal passé, j'essaierai d'ajuster pour peut-être d'autres joueurs, pour elle, si jamais elle veut bien revenir. Et elle a passé une excellente séance, ça lui a beaucoup plu, elle a trouvé que c'était animé. Et du coup, ça veut juste dire que cette position-là, qu'elle s'imposait, qu'elle avait choisie finalement, ça lui allait, ça lui convenait. Et parfois, c'est une question de tempérament. Faut pas forcer les joueurs à être les stars de nos histoires. Il y en a qui ont pas envie de ça du tout. Mais complètement, et j'ai 3 réactions là-dessus. Ça fait vraiment réagir ce que tu dis, parce que je veux vraiment appuyer ça. Ça va dépendre des joueurs, et même dans les scènes de combat, on dit toujours oui, moi je le dis, la narration est extrêmement importante, plus que les règles. J'ai commenté ça sur la vidéo des imagitateurs sur le combat dont tu parlais tout à l'heure. Mais cette narration, elle peut être prise par le joueur et aussi par le MJ, y compris pour décrire le succès au dé d'un joueur. On a fait le grand final de ma campagne il n'y a pas longtemps, c'est une bataille. Tout le monde se bat pas d'ailleurs dans le groupe, il y en a qui ont des actions parallèles, mais en tout cas ils sont dans une situation d'action, d'urgence, de danger. C'était épique, j'ai vraiment adoré. Et parfois je les laissais décrire
Je leur disais même, hein, décris la manière dont tu te bats. T'es pas obligé de te. Je leur disais bien, t'es pas obligé de te cantonner à une seule passe d'armes. Décris-moi ce que tu veux, ce qui se passe, ton combat, ça peut durer, c'est pas grave. Et ils le faisaient, mais ils avaient une sorte de réserve. Et en fait, ils arrivaient à, pour certains en tout cas, à décrire, je sais pas, un coup, deux coups, et ça s'arrêtait en fait. Et j'aurais pu laisser un gros blanc et dire non mais vas-y, dis-moi en plus, et ça aurait complètement cassé le rythme. Alors que j'ai simplement rebondi sur l'endroit où ils se sont arrêtés et j'ai moi-même poursuivi la narration pour continuer de donner la couleur qu'ils étaient en train de donner mais qu'ils ont arrêté de peindre. Mhm. Ça, c'est voilà, faut pas tirer les joueurs dans des rôles dans lesquels ils se sentent pas à l'aise. Et encore une fois, le mieux c'est d'en discuter avant. Là, moi, je reprends l'exemple, c'est Angie et Eric. On a discuté très tôt, avant même la première fois de jouer ensemble, de comment ils se comportaient en tant que joueurs, pour harmoniser un peu la proposition de jeu. C'est presque un contrat social dont on pourrait parler. Mais c'est intéressant quand on compte jouer un petit peu avec ses joueurs, donc juste pas faire un one-shot, sinon moi je prendrais pas le temps de faire ça. Mais de voilà comment vous aimez jouer, surtout s'ils ont un petit peu de bouteille. Parce que on a tous entendu parler des rôles des joueurs, tu vois, et tout le monde a un truc qu'il aime bien. Parfois, il y en a qui aiment bien prendre un peu un rôle de leader, de répartir la parole, de faire en sorte que tout le monde ait son petit moment. Et c'est toujours intéressant de savoir comment les gens ont envie de jouer. Et de toute manière, on le capte assez vite avec l'expérience. On sent un petit peu les types de joueurs. Et eux, ils sentent le type de MJ qu'on est aussi. C'est pas mal de le faire en amont. C'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui savent mettre les mots sur la manière dont ils aiment jouer, parce que c'est pas le cas de tous. C'est vrai. Et après, c'est vrai qu'il faut savoir apprécier la table. Et je voudrais rebondir sur ton anecdote avec ta joueuse. Moi, j'ai un joueur qui est comme ça, qui adore écouter les autres, ce qui se passe, l'histoire. Il est vite mis sous pression quand lui, il est mis en lumière. Et de par sa discrétion, plusieurs fois, je lui avais dit, mais au-delà de la tension, parce que le stress nuit à son plaisir, ça c'est vrai par contre. Mais je lui disais, mais est-ce que tu t'es pas ennuyé parce que t'as moins parlé? Et il m'a dit, mais non, moi j'adore écouter les dialogues des autres, ce qui se passe. Alors que ma joueuse, elle, si elle reste sans jouer pendant un certain temps, là ça va la gonfler. Elle va, même si elle aime écouter, elle va sortir petit à petit du champ et il faut qu'elle puisse rejouer pour se mettre dedans. Ça, c'est vraiment une question de tempérament et j'allais dire de psychopathie, c'est pas du tout le bon terme, mais de manière dont on est câblé. Et moi, je le sais, par exemple, j'estime que je suis un très mauvais joueur parce que j'ai envie de contrôle et j'ai envie d'agir constamment. Et ça, du coup, ça fait un bon MJ parce que j'ai plein de paramètres à gérer en même temps. Je suis trop content. Il y a plein de personnages, il y a tout le lieu, c'est moi qui fais, je suis content. Mais je suis un joueur qui prend beaucoup de place aux tables et j'essaie de me réguler et d'aller doucement à des tables où il y a des MJ un peu expérimentés qui sauront me mettre un coup de collier, on va dire, quand je pars un peu loin. Mais voilà, il y en a qui apprécient juste être spectateur de l'histoire et en faire un petit peu partie, mais c'est les sidekicks et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, ça peut être très très bien. Du coup, voilà, voilà, je retourne sur mes pattes, je me répète un peu, mais faut respecter le tempérament de nos joueurs, tout simplement. Oui, donc ils serviront l'ambiance, et puis quand ils le font, quel que soit le joueur, même les plus discrets, quand on voit qu'ils en sont à un moment où ils prennent une part active à l'ambiance pour décrire ce qui se passe, là, faut surtout pas couper, surtout ces joueurs-là qui n'ont pas l'habitude de parler. Il faut savoir reconnaître le moment où ils se sentent à l'aise pour servir l'ambiance, pour décrire, pour narrer, et surtout pas les couper à ce moment-là, parce que c'est le meilleur moyen de les éteindre pour de bon, en réalité. C'est vrai, on ne sait pas toujours ce qui motive ce genre de comportement ou ce qu'il a induit, mais c'est important qu'ils puissent aussi essayer un autre rôle, et quand ça leur vient naturellement, je suis d'accord avec toi, il faut essayer de faire un petit peu durer ça, et si on peut, moi j'irai plus loin, c'est si après la partie je peux essayer de réfléchir à qu'est-ce qui fait que là, il ou elle s'est senti de prendre cette place-là, est-ce que je peux recréer ça, que la dynamique de table elle change un petit peu? Par exemple, il y a la fameuse séance où on va s'attarder un petit peu plus sur le background d'un personnage, ou faire revenir des éléments de son background, et là du coup ça le met un peu en lumière le temps d'une séance. Ça peut être intéressant d'essayer d'organiser ça. Tout à fait. Ça c'est un truc que moi j'aime bien faire, là je suis complètement en dehors de l'ambiance, mais c'est plus que faire un arc narratif au personnage, j'aime bien faire un arc pour mes joueurs, tu es ce genre de joueur, du coup moi j'ai envie de t'amener dans autre chose. T'es le genre de joueur qui tue tout le monde, ok, je vais essayer de t'amener dans un jeu de rôle où tu vas pas pouvoir faire ça, et j'ai envie de voir comment tu vas y répondre, comment ça peut te faire évoluer aussi en tant que personne. Il y en a qui diront que ça sort complètement du cadre du mastering, mais sans être un coach pour mes joueurs, j'ai envie de les amener dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude. Ça se tente. Non, moi je suis plutôt en phase. C'est un risque que tu prends parce que ça peut être un loupé, forcément.
Mais non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas que le maître du jeu qui doit se mettre au défi de certaines choses. On peut envoyer des défis non pas qu'aux personnages des joueurs, mais aux joueurs eux-mêmes. Ça me fait penser, écoute, je rejoins ça en fait, parce que la scène dont je te parlais tout à l'heure, qui était un peu calquée sur la scène du dernier samouraï, où il se relève tout le temps après se faire tabasser. Eh bien, cette scène, c'était un défi au joueur en réalité, pas à son personnage. Le fait de se relever tout le temps, parce que c'est un joueur qui a tendance à baisser les bras assez vite. C'est-à-dire, dès qu'il y a une difficulté ou qu'il s'est pris un coup sur la tronche, au sens propre comme au figuré, dans le jeu de rôle, il a tendance à se dire c'est foutu, et tu sens qu'il est déconfit, et il abandonne presque en fait. Pour lui, c'est cuit. Ouais. Et donc, son défi dans cette scène, c'était de comprendre, de voir si en se faisant tabasser, il allait se relever justement. Se relever. Et encore et encore. De vouloir lui mettre une petite perle de persévérance dans les mains et de voir comment il rebondit avec, moi j'aime beaucoup ce genre. C'est ça. Et ça rejoint ce que tu disais sur le joueur. Parfois on s'adresse au joueur plus qu'à son personnage. Tout à fait. Je ne peux pas évoquer un sujet d'ambiance sans parler son et musique. Là on me le reprocherait. Surtout que chez moi c'est crucial pour l'ambiance. Et je vais juste ouvrir la question, est-ce que tu utilises des sons et des musiques pour poser l'ambiance? Alors oui. Et j'ai 2 outils que je maîtrise encore très mal, mais je promets de faire des efforts à tous mes joueurs. Le premier, c'est la musique d'ambiance. Alors généralement, c'est assez bas de gamme, on va dire. J'ai Hour Tavern Music, tu vois. Vraiment, c'est un peu cliché, mais je prévois comme ça quelques ambiances dans ma séance, 2, 3. Et ça permet de marquer le ton et de poser une ambiance. Et pareil, je vais rebondir sur ma séance d'hier, mais c'était tout bête, hein, c'est vraiment des sons d'ambiance. Mais hier, il y a un moment où d'un seul coup, un joueur est tourné dans une espèce de rage berserk et il ne fait plus la différence entre allié et ennemi. Et le problème, c'est que en un tour, il a terrassé tous les ennemis. Il n'y a même pas eu de jet, il n'y a pas eu de combat. C'était juste, ça fait partie de la cinématique. Personne ne peut rien y faire. Il envoie 10 mecs au tapis et il éparpille leur corps partout sur les murs. Et là, je lance un petit chronomètre. On parlait des actions qui créent la surprise. Je dis, vous avez 5 minutes de temps réel pour vos actions. Dans 5 minutes, la bête qui est en train de vous courir après, elle vous rattrape. Et j'ai mis une musique comme ça qui était un petit peu oppressante, un petit peu stressante. Et il y a un moment où j'ai mis le chronomètre en pause et j'ai fait attendez, là j'ai besoin de 30 secondes et de changer de musique parce que même moi ça me stresse alors que je suis maître du jeu. Parce que juste la musique a un vrai pouvoir là-dessus, d'induire une émotion. Et là du coup c'était ça l'idée d'une bête qui rôde et qui poursuit avec un petit chronomètre qui met bien la pression. Moi je l'avais sous les yeux constamment. Et ça c'est pas mal du coup d'avoir un fond sonore qui reste un petit peu sur un long moment de la séance, sur quelques dizaines de minutes. Et une deuxième chose, c'est la soundboard. Donc c'est le fait d'avoir des petits effets qui durent 2-3 secondes pour agrémenter à droite à gauche. Bon, il y a un grand effet comique bien sûr, mais ça peut être chouette d'avoir un grincement, quelque chose qui frappe à la porte, un peu de pluie, des petits effets comme ça. Et quand on se fait une grande palette, après on peut avoir pas mal d'options. Faut pas en abuser, faut pas que ça devienne un spectacle technologique non plus. Mais je pense que ça peut poser quelque chose, surtout quand on joue virtuellement et que on n'a pas autant d'outils qu'on aimerait. C'est marrant que tu me parles du tic-tac là ou du chronomètre parce que je crois que c'est aujourd'hui, ou hier, je sais plus. Bon, hier ou aujourd'hui, j'ai un des gars sur mon Discord, Jarekson, je vais le citer, qui me demandait ce que je pensais du fait qu'ils mettent un genre de tic-tac de temps en temps en plus d'une musique pour une situation. Et on en a un peu discuté. C'est marrant parce que tu viens de me donner exactement cet exemple-là, enfin plus ou moins, c'était un chrono donc ça revient au même. Et c'est vrai que ça va mettre une pression folle. Moi je t'avoue que je vais pas trop m'étendre parce que j'en ai tellement parlé sur ma chaîne que bon, les gens ils vont se dire c'est pas intéressant, ils sont au courant, mais musique et son ambiance, mais surtout musique. Son ambiance j'en utilise, ça c'est clair et net, hein, mais j'en ai besoin de moins que des musiques. Oui. Et en réalité moi j'en fais un usage en fait c'est indissociable maintenant de ma manière de faire, d'être maître du jeu, d'être conteur. Je ne maîtrise plus sans son d'ambiance et musique. Il y a toujours soit une musique, soit un son d'ambiance en fond. Il n'y a jamais de silence. Il peut y avoir des sons qui évoquent le silence, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Mais j'utilise toujours un truc et les musiques, elles sont classées pour pouvoir en sortir une au bon moment. Parfois, je peux les anticiper parce que je vois à peu près où le joueur il va aller, où il me dit qu'il a rédigé une lettre. Tu parlais des lettres tout à l'heure pour sa sœur. Bon, en fait, je vais prévoir une musique pour le moment où il va lire la lettre. Ça, c'est clair et net. Donc ça, je peux le prévoir. Puis j'ai des musiques qui sont stockées et que je vais aller chercher en fonction de la situation. Tellement important, tellement un outil incroyable pour l'ambiance.
à fait. La musique, ça fait beaucoup. Franchement, mais même quand je regarde un film d'ailleurs, hein, un film, la musique, moi je suis un fan absolu de Hans Zimmer, que j'ai vu 2 fois en concert. Ah, bien sûr. D'ailleurs, ça vaut le coup, hein, si des gens nous écoutent, il fait assez régulièrement d'ailleurs maintenant des concerts partout dans le monde. Allez le voir, quoi, c'est juste incroyable. Mais bon, bref, donc ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs, hein, de préparer ça, honnêtement. Mais ça ajoute quoi, tellement à l'ambiance. Toi, tu me disais que tu prépares quelques pistes, mais t'en as pas tant que ça, si je comprends bien. Ouais, généralement, et en plus, je suis quelqu'un qui improvise, du coup, j'utilise vraiment YouTube, hein, c'est l'activité YouTube sur Discord, et on va chercher voilà, Ah, d'accord. une musique qui va durer des heures. Et c'est pas une musique précise, parce que j'ai pas envie que quelqu'un connaisse cette musique, et parce que du coup, cette personne, si elle a un rapport personnel à la musique, ça va changer, je maîtrise plus en fait l'émotion que ça transmet, parce que cette personne, elle a un souvenir qui a peut-être rien à voir avec ce que je veux faire passer. Donc D'accord. j'utilise des musiques qui sont très fortes en émotion et qui sont des musiques d'ambiance, typiquement des musiques de film, plutôt qu'une musique de 3-5 minutes, quoi. Pour être sûr de savoir ce que ça va transmettre. Du coup, moi, c'est des sons d'ambiance un petit peu longs comme ça. Et comme j'en ai pas beaucoup, justement, il va y avoir peut-être 3 musiques dans toute ma séance qui durent au moins 2 heures. Et ben ça fait D'accord. qu'on entend la rupture, on entend le silence de 2 secondes. Si j'ai Normalement, il n'y a pas de pub, mais parfois on a ce passage. Et d'un seul coup, on se dit, ok, là, il se passe quelque chose. Et tu vois, tout le monde conscientise que l'ambiance change. Elle change pas de manière fluide, et pour moi, c'est même intéressant que ce changement un peu brutal, parce que tout le monde se dit, ok, il se passe quelque chose. C'est comme quand dans un jeu vidéo, t'as la musique de boss qui se lance et que t'es pas encore rentré dans la salle. Tu te dis, là, il va y avoir quelque chose. Et ça crée de la tension, ça crée quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup faire ça avec des personnages récurrents, qu'ils aient un leitmotiv, un thème, et tu lances le leitmotiv avant même que le personnage rentre en scène. Oui, ça c'est excellent, pareil, ça crée de l'attente, et puis ça lui crée une identité encore plus forte, plus ancrée, et du coup plus mémorable. Absolument, c'est un outil aussi comme la voix, comme le ton, comme les manières. La musique va donner corps aussi au personnage et à l'ambiance qu'il génère. Moi, pour les personnages, j'aime bien les punchlines, j'aime bien qu'ils aient un gimmick comme ça, une phrase qui répète. Ah, Alors ouais. pour beaucoup, ça fait trop PNJ, mais dans LCK, il y a un système de boucle temporelle. Bref, en gros, même si l'univers change, ça arrive de recroiser 300 ans plus tard un gars qui a le même métier, le même nom de famille, et bizarrement, il a le même tic. Du coup, bon, ça fait un petit peu univers cousu de fil blanc, mais je trouve ça chouette qu'il y ait une phrase qui revienne, parce que tu te dis, ok, ce personnage, d'un seul coup, tu le raccroches à tous les autres qui avaient ce gimmick-là, surtout quand t'as beaucoup joué dans mon univers où j'ai vraiment fait ça énormément. Et quand tu peux limite parler en même temps que lui, dire en même temps que lui sa phrase, et tu dis ok, tu fais partie de ceux-là. Et je sais pas, j'aime bien l'ambiance que ça crée. Oh, c'est marrant, c'est un bon emploi de la répétition en fait. Je trouve ça sympa. Ça montre qu'une identité a bien été créée pour ce personnage et c'est évocateur tout de suite. On parlait de l'ambiance, on parlait d'avoir une ambiance commune. Et ben, je pense que ce genre de répétition autour de la table, forcément, ça va rassembler tout le monde autour d'un même effet, s'ils le reconnaissent. J'aurais un dernier sujet à aborder, mais avant en tout cas, en ce qui concerne l'ambiance, parce qu'on terminera par le fait que tu nous parles du projet pour lequel tu m'avais sollicité au départ, qu'on comprenne bien ce que tu vas faire sur ta chaîne. Ça fera le pont pour après passer le relais et puis mettre le lien vers ta chaîne, bien sûr. Avant que je parle de ce dernier sujet, est-ce que toi, il y a d'autres éléments qui ont trait à l'ambiance qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder ? On a assez peu parlé de visuel, mais ça va être une parenthèse rapide, je pense, mais Vas-y. c'est le fait des illustrations potentielles qu'on pourrait mettre pour nos joueurs. Moi, je vais typiquement sur des logiciels et des sites de banque d'images pour ça, et avant ma séance, je me prends un quart d'heure où je vais barouder, et puis je vais essayer d'en prendre plein que je connais pas encore, parce que ça nourrit. En fait, pour moi, ça fait partie de l'improvisation préparée. Je vais aller repérer un personnage qui m'intéresse, genre lui, il a une bonne bouille, ou un lieu, ou un objet magique. Et puis comme ça c'est ça qui me permet de toujours raccrocher mes improvisations entre elles. C'est que je prends du temps pour me construire un petit peu toutes ces planches, en fait. Un PNJ, il sort jamais de nulle part pour moi. Je l'ai déjà mentalisé peut-être depuis 2-3 semaines, parce que je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et du coup, les images qu'on met, moi je les mets pour les lieux, les personnages, les objets. Ça donne une gueule, quoi. Surtout quand c'est fait par des artistes qui savent ce que c'est le design et qui ont pas mis au hasard les balafres, quoi. Quand chaque petit détail, c'est un signe d'identité. Et après, en tant que MJ, c'est à nous de les faire exister encore plus.
mais tiens, lui, il a une boucle d'oreille en forme de dague, et ben on peut créer tout un lore là-dessus, sur un petit détail. Alors, je vais rebondir dessus, mais de manière peut-être un peu différente. Alors, moi, j'utilise aucun visuel de personnage. C'est un parti pris, parce que moi, quand je lis un livre, je veux surtout pas avoir d'image de référence, je vais m'imaginer le personnage. Et donc, j'essaye de faire passer exactement la même chose à mes joueurs, en incarnant le personnage, en le décrivant avec des mots, en lui donnant des manières, enfin tout ce dont on parle depuis le début. Je préfère qu'ils aient une image du personnage qui leur est propre. Tu vois, par exemple, moi j'ai vu les films du Seigneur des Anneaux bien après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, et c'est pour ça que j'ai toujours mon image de base de Frodon, de Aragorn, tels que je les imaginais avant, voilà, qui n'avaient rien à voir. Je les aime quand même dans les films, d'ailleurs je le précise, mais ça n'a jamais effacé l'image que j'en avais avant. Comprends. Pour le coup, c'est un éternel débat et du coup il n'y a pas de camp qui a raison, mais je pense que l'apparence, c'est un des trucs qui nous permettent, moi je l'utilise comme outil pour nous faire exister tous dans la même réalité. Parce que j'aime pas du tout quand on a des dissonances moi j'avais décrit quelque chose et là le joueur me sort quelque chose de ce que lui il a compris du lieu. Par exemple, il utilise un objet du décor que lui il a imaginé, auquel moi j'ai pas pensé. Et parfois c'est bienvenu et parfois je me dis ça sonne pas du tout avec ce que je pensais et j'ai pas envie d'annuler ce qu'il vient de faire, j'ai pas envie de jouer contre mes joueurs. Mais du coup c'est pour ça que j'aime bien avoir des images qui nous raccrochent à la même réalité. Parce que de toute façon, il y a une immense majorité qui existe déjà que dans nos têtes individuelles. Du coup pour moi ça permet de raccrocher un petit peu tout le monde et d'avoir des détails sur lesquels rebondir. Et ensuite, ça m'inspire moi, tout simplement, parce que je suis pas quelqu'un de très visuel pour l'imagination, donc je préfère pouvoir, de moi à moi-même, me raccrocher à quelqu'un. Mais les deux sont très intéressants. Et puis je termine juste là. Non, vas-y, bien sûr. Aussi un réflexe que j'ai pris en jouant en ligne. Quand je jouais en physique, je le faisais pas, parce qu'on jouait en marchant dans la rue avec des potes. Mais en ligne, comme je me sentais un peu démuni de plus rien avoir de concret, de plus pouvoir faire ma gestuelle avec mon corps, personne ne la voit. Je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose qui se voit, quoi. Et du coup, pour moi, les images ont pris cette place-là. J'ai tu vois, la parenthèse rapide, elle repassera parce qu'en fait, j'ai plein de choses à dire sur ce que tu viens d'expliquer là. C'est très intéressant et tu vas voir que j'ai plein de points d'accord avec toi. Moi, j'ai bien dit que je n'utilisais pas d'image de personnage. Et je trouve que moi, honnêtement, ça m'arrive jamais, je suis en train de réfléchir, le fait que la différence dans l'imaginaire des joueurs se ressentent en jeu et mènent à des dissonances d'action, en tout cas en ce qui concerne les personnages. C'est pas comme un lieu, un personnage. Ça arrive vraiment rarement et dans l'interprétation, souvent, dans leurs actions, dans ce qu'ils font, il y a souvent un consensus sur la manière dont les gens ont perçu le personnage. C'est vrai. Ça marche bien, en tout cas, donc j'ai pas ce besoin-là. Les lieux, maintenant, c'est un peu différent. Si je jouais en réel, parce que je ne joue plus en présentiel, je peux plus, tous mes potes sont loin, les gens que je rencontre entre guillemets sur la communauté rôlistique sont loin, donc ça fait des années que j'ai pas joué en présentiel. Si je jouais en présentiel, je n'utiliserais aucune image, parce que j'aurais, comme tu l'as très bien dit, la gestuelle, ma présence pour essayer même pour les lieux, je pourrais me concentrer sur le descriptif, etc. Là en distanciel, et j'ai même demandé leur avis à mes joueurs, je mets des images de lieux. Récemment d'ailleurs j'ai quand même réduit parce que j'avais tendance à en mettre trop pour tout, chaque lieu, etc. J'ai voulu réduire et je le faisais pour une seule raison, pas pour qu'il y ait comme toi pour le coup un consensus commun sur la géographie d'un lieu, c'était pas pour ça ou sur la manière dont il est exactement, c'était, on en revient à l'ambiance, puisque je ne les ai pas en face de moi et qu'ils vont devoir regarder quelque chose, l'image me servait à diffuser une ambiance, mais elle n'était pas contractuelle, cette image, pour le lieu. Ma description est plus importante que l'image. Donc je leur dis bien, c'est une image non contractuelle, mais qui est plus là pour véhiculer une ambiance. Donc, je te rejoins quand tu parles de certains artistes qui, par leur dessin, par leurs traits, vont véhiculer cette émotion, cette ambiance, parce qu'elle est plus importante pour moi dans l'image que ce que représente exactement, physiquement, cette image. Est-ce que je suis clair ? Ouais. Et c'est comme ça que j'utilise en fait l'image de lieu. Et je réagis donc sur un dernier truc. Quand il y a dissonance d'un point de vue géographique, ça m'arrive. Et moi, les joueurs, ils vont aussi prendre l'initiative d'utiliser l'environnement et je l'encourage. Mais souvent, ils vont me demander.
Alors c'est pareil, il y en a qui seront pas d'accord, qui vont dire oui mais ça ralentit le rythme. Moi je trouve pas, et ça me dérange pas, et ça me pose aucun problème de leur dire non. C'est assez rare que je dise non. Quand on dit je dis non à mes joueurs, les gens pensent tout de suite que tu leur dis non tout le temps. Pas du tout. Mais ça me gêne pas. S'il me dit oui, je décroche un tuyau du plafond, et puis qu'en fait dans ma vision il n'y avait pas du tout ça pour X ou Y raison, et que ça me fait vraiment chier qu'il y en ait, je vais leur dire non. Mais ça reste suffisamment rare pour que ça ne devienne pas un problème en fait. Ouais, ça c'est toujours une question d'alchimie entre joueurs et MJ. De toute façon, il y a des joueurs avec lesquels on a plus de mal à s'harmoniser et d'autres avec qui à chaque fois c'est plus ciblé, ça nous paraît plus cohérent et on n'a pas besoin de faire ce travail-là. Ça encore une fois, c'est une question déjà de tempérament et de juste d'alchimie entre des personnes, mais aussi d'expérience mine de rien. Il y a des joueurs qui vont réussir à viser juste quand ils veulent créer du décor comme ça, des choses. Ouais, tout à fait. Autre réflexion là-dessus qui n'est pas de moi, mais je l'ai eu récemment. Sur le chat, j'ai Rosen qui me dit l'utilisation d'images affaiblit-elle la qualité ou la quantité des descriptions faites par le MJ? C'est-à-dire que, est-ce que le MJ, parce qu'il va avoir une image à soumettre, alors il va se sentir moins obligé de décrire et donc il y aura moins le côté conte et il va plus montrer l'image et moins décrire? Je me répète là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh ben, je pense que c'est faux, fondamentalement. Enfin, forcément, alors ça va induire un biais de moins décrire le physique, c'est vrai, mais pour moi c'est chouette parce que ça me permet de plus mettre l'accent sur l'ambiance, justement. Parce que quand j'envoie mon personnage, super, il a une plastique, mais, et du coup moi tout ce que j'ai à décrire, genre tout le monde voit sa gueule, mais si je vais insister que sur 2-3 éléments, donc déjà ça me fait gagner du temps, et je vais pouvoir y mettre tout un côté émotionnel. Avec la physicalité, la manière dont il joue avec. Par exemple, il vous regarde d'un air mauvais, il passe sa main sur sa balafre et il la regarde avec nostalgie. Et là, pouf, je viens de placer un ancien combattant, tout le monde s'imagine quelque chose. Du coup, pour moi, ça permet de se concentrer plus sur l'émotion et moins sur le physique, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'éléments que je voulais poncer, et là, il y a un artiste qui vient de m'offrir une description avec 1000 choses sur lesquelles rebondir, donc c'est parfait. Plus qu'à gérer l'émotion. Non, c'est intéressant. Moi, j'avais eu un autre problème avec les images, et je suis comme toi, ça ne nuisait pas à mon envie de décrire. Jamais je me suis dit je montre une image pour dire bah voilà c'est comme ça. Au contraire, à la limite, effectivement, l'image pouvait m'inspirer moi. Et ça, c'est un autre point d'ailleurs. Le fait de chercher des images, parfois tu tombes sur des trucs comme tu le disais en préambule, et ça te donne des idées pour d'autres choses. Donc le simple processus de recherche d'images, il est, à mon avis, bénéfique pour le MJ en tant que source d'inspiration. Et dans la description, quand j'ai une image sous les yeux, ça va m'inspirer pour décrire même des choses en plus qu'il n'y a pas sur l'image parce qu'elle m'a évoqué tel truc. Je vais commencer à répéter un truc que je vois sur l'image, puis en fait, de fil en aiguille, ça va me propulser pour d'autres choses. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'avais un problème d'ordre plus pratique dans mes séances. J'avais beaucoup d'images et quand on changeait de scène, vu qu'on est en distanciel et que je fais de l'actual play, donc j'enregistre, il fallait que je change la musique, le bruitage, l'image, que je règle l'image dans OBS en même temps, tout en faisant ma description. Et là, ça me nuisait dans le sens où je ne pouvais pas me concentrer à 100% sur le principal pour moi, à savoir la description. Donc, j'ai quand même diminué le nombre d'images que j'utilisais pour justement être moins parasité par ce problème d'ordre purement pratique et technique. Ouais, là pour le coup, c'est des contraintes techniques qui sont très précises à ta situation. Oui. C'est pas le bon terme, mais on me comprend. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a toujours une balance à faire. Du coup, voilà, soit t'embauches un technicien qui peut te faire ça, soit effectivement tu vas diminuer le nombre d'artifices pour pouvoir tout faire sans que ça ralentisse trop ta narration. Et moi, ça m'arrive, voilà, parfois ça ralentisse mes séances. Mais en même temps, il peut y avoir un côté bénéfique, et là je pense que, alors je vais sur un domaine, c'est la neuroatypie. Moi je suis quelqu'un qui a très très peu d'attention, et ça m'arrive beaucoup en séance des fois d'être ce joueur insupportable qui ne suit pas. Et je déteste être cette personne, mais j'y peux pas grand chose. Et du coup le simple fait de aller sur un site d'images et d'essayer de trouver des images qui ressemblent à ce que le MJ est en train de décrire, je les envoie pas, hein, je suis pas en train de polluer sa narration, juste moi je les regarde, ça me permet de déjà de m'occuper les mains, et puis de me focus, de m'imprégner dans cet univers qu'il est en train d'essayer de me décrire. Donc même en tant que joueur, des fois je suis dans de la recherche d'images pour essayer de m'ancrer un petit peu dans ce qui se passe. Ça c'est très intéressant, j'avais jamais entendu ce genre de truc. En tout cas ça dénote clairement d'un effort conscient
et actif de ta part de t'immerger dans l'ambiance du MJ. Mhm. Parce que tu vas chercher les moyens de le faire. Ouais, c'est ça. Bah après, je pense que c'est une manière de se gérer et de gérer ses défauts, parce qu'à la base, c'est ça, c'est que Ouais. le jeu de rôle est pas assez stimulant pour me... Et c'est pas une attaque à tous mes MJ, hein, c'est juste... moi, j'ai besoin de beaucoup de stimulation, et du coup, moi, faut qu'il y ait une musique, et si le MJ, il en met pas, j'en mets une dans mes oreilles à moi pour me mettre dedans, quoi. Ah, toi aussi, tu vois, la musique, il faut qu'elle soit là. Oui, ça, c'est positif. D'accord, non, mais très intéressant. Effectivement, donc on pourrait revenir là-dessus aussi. L'une des responsabilités du joueur, c'est connaître un peu ses défauts entre guillemets de joueur ou ses failles. Justement, moi j'ai aussi un joueur qui est comme toi là-dessus. C'est mon meilleur pote en plus, donc il y a aucun souci. Il sait qu'il a une attention qui peut dériver. Et lui, il m'avait dit, moi j'aime bien avoir une image sous les yeux, justement parce que ça va m'aider à m'ancrer et je vais moins papillonner et rester plus attentif. Puis on a moins ce problème, je pense, quand on joue en physique, parce que voilà, on a une ambiance de table et puis on a des humains qui bougent et qui s'agitent devant nous, donc ça attire un peu l'attention. Mais quand on a que la voix, parfois c'est pas assez quand on est en distanciel. Et je pense que tous les joueurs ont leur particularité et parfois ça peut sonner comme des défauts à une table. Et c'est la responsabilité du joueur d'essayer d'aider le MJ à gérer ça. Le MJ, il a déjà beaucoup à faire. Donc pour moi, les joueurs doivent prendre un peu de responsabilité. Ils sont pas juste spectateurs, ils sont pas juste clients de ce qui se passe. Très clairement. Ou alors, faut payer le MJ, et là je suis d'accord, mais... Autre débat. Autre débat, c'est sur ma liste des capsules pour ou contre le MJ payant, donc on va pas embrayer sur le sujet. Écoute, très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette conversation, Glyph. En plus, c'est toi qui m'as même proposé ce café JDR pour qu'on fasse d'une pierre deux coups par rapport à ton projet. Voilà, donc vraiment, je te remercie. Je regrette pas du tout. C'était vraiment très bien. Tu seras le bienvenu. Le partagez pas. Non, pas du tout. Mais écoute, reviens quand tu veux. Si tu as des idées de sujets ou autres, on pourra en rediscuter. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que tu en profites pour nous parler justement de ce projet qui va avoir lieu sur ta chaîne, et pour lequel tu m'avais contacté. En quoi consiste-t-il ? Je vais t'en parler avec un plaisir immense et non dissimulé. Et bien du coup, ce projet, ça va être Du coup, j'ai sorti l'actual play avec les imagitateurs, Liberty, qui pour moi est plus une série audio. J'en parle plus comme une série audio qu'un actual play parce qu'il n'y a pas de cam, on sent pas tant que ça que c'est du jeu de rôle. Il y a quelques lancers de dés, mais ils sont très discrets et c'est très narratif. Donc pour moi, c'est très agréable à écouter et j'ai des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu du jeu de rôle qui m'ont fait de bons retours dessus. Du coup, ça m'encourage là-dedans et je me suis dit, j'ai envie de critiquer un peu, d'analyser. Moi, je consomme beaucoup de ce genre de contenu moi-même, et je me suis dit, j'ai envie d'en faire un. Et comme c'est une série dont je suis plutôt fier, je me suis dit, je vais analyser mon propre contenu, quitte à être un but de moi-même, autant le faire à fond. Et du coup, je vais lancer cette série qui s'appelle Alors vous l'avez. En gros, on va prendre un tout petit extrait de la série qui s'est passée, et puis essayer de décortiquer dans ces 20 secondes, qu'est-ce qui vient de se passer. Et du coup, d'aller sur des figures un peu fines de jeux de rôle. On va pas parler de choses qui ont déjà été éculées et dont plein de gens ont parlé. On va essayer d'aller sur des notions qui sont moins discutées. Et le premier épisode, il va aller sur la physicalité, le fait de décrire les mouvements et la manière dont bougent les personnages, et qu'est-ce que ça a apporté, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça va être des petites capsules de 5 minutes comme ça. Et ça s'appellera Alors, vous l'avez ? Ok. Eh ben, écoute, moi je sais pas ce qu'on pourra tirer de ce café JDR pour ton projet, mais je serais très heureux de me livrer à cet exercice. On en reparlera peut-être hors champ, mais je te le dis, moi ce qui m'avait vraiment intéressé dans ton actual play, c'était l'art de décrire de manière concise mais évocatrice, pour synthétiser le truc. Et faudrait que je retrouve. Je t'avoue qu'avant le café JDR, parce que j'ai écouté ton actual play il y a un petit moment maintenant, il y a quelques semaines, donc j'ai pas su retrouver le passage à la base que je voulais utiliser pour ton projet. J'ai essayé de le faire avant notre discussion, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi à le trouver. C'est vrai. Mais bon, je retrouvais, je crois que c'est à l'entrée juste avant, je veux pas spoiler, juste avant la scène un peu d'action dans le saloon en fait, où ça part en couille complètement. Okay. Je crois que c'est là en fait, juste avant quand c'est encore calme. Et il faudra que je retrouve. Et en tout cas, si toi tu peux m'aider à la retrouver, c'est celle-là que j'aimerais bien analyser, comme tu dis, avec toi. Très bien. Donc, du coup, là je pense que je vais d'abord réécouter le café JDR.
et essayer d'en tirer une espèce de syntaxe, de résumer un petit peu et de me dire si je trouve un élément qui est pas souvent discuté, de faire une petite capsule là-dessus. Mais oui, vraiment, on pourra s'en reparler. Ça me va. En tout cas, moi, je serai auditeur de cette série-là. Yes. Ça, c'est certain. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur la chaîne de Glyph. Donc, pour l'instant, le projet n'est pas encore en ligne. Hein. Donc, faudra surveiller. À la limite, Glyph, tu pourras venir sur le Discord pour publier dans les liens intéressants lorsque ça sera sorti. N'hésite pas. Chouette, merci. Comme ça, les gens sauront. Et puis, voilà, je pourrai en refaire la pub quand ça sortira. Voilà, donc aucun problème. Allez sur sa chaîne, allez voir les imagitateurs pour l'actuel play, donc Liberty, dans l'univers des contes de Crit. Et puis, je pense que vous recroiserez Glyph prochainement, que ce soit sur la chaîne ou ailleurs. Merci encore, Glyph, pour ta participation. Plaisir. Et au plaisir. Salut tout le monde. Salut.